Bienvenue à toutes et à tous aux archives départementales de Maine-et-Loire. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette conférence. Il y a 80 ans, le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale s'arrêtait en Europe. Et pour cet anniversaire, il nous semblait important de parler des événements qui ont marqué le quotidien des Angevins en cette année 1945. Se nourrir, se loger, retrouver les absents, voter, se reconstruire. Et pour organiser et parler et évoquer toutes ces thématiques, je voudrais remercier sincèrement les personnes qui ont œuvré à ce que cette soirée existe. Tout d'abord, les partenaires de cette soirée aux archives, donc Antoine Zarini, Société Lazare Film, pour la captation vidéo de cette conférence, qui sera ensuite disponible sur notre site internet. Et d'ailleurs, pour le confort de tous, je vous remercie, s'il vous plaît, de mettre vos téléphones sur le mode avion. D'une part, pour pouvoir vous concentrer complètement sur la conférence, et puis aussi parce que ça évite les interférences au moment de l'enregistrement. Merci à tous. Et puis, un autre partenaire à remercier, c'est Sébastien Pitot de la librairie Le Rio à Angers pour sa disponibilité. Vous avez pu le rencontrer à l'accueil et le voir peut-être aussi après la conférence. Et puis, bien sûr, un grand merci aux intervenants qui ont accepté très, très gentiment notre invitation pour nous parler ce soir de cette thématique et de cet anniversaire. Marc Bergère, sur votre gauche, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université Rennes 2, qui est un spécialiste confirmé de l'histoire de l'épuration en France. Il est l'auteur du Que sais-je sur le sujet. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur cette thématique, dont le sujet de sa thèse, qui était l'épuration vécue et perçue à travers le cas du Maine-et-Loire de la libération au début des années 50. Il a également dirigé avec Pascal Tellier et Serge Guillet Des Angevins en résistance, qui est sorti en octobre 2016, qui était en partenariat avec le département de Maine-et-Loire. Et il vient de publier un ouvrage qui s'appelle Ligne de fuite, l'exil des collaborateurs français après 1945, qui est disponible à la vente et à la dédicace ce soir, spécialement pour vous, après la conférence. Et puis, je vous présente sur votre droite Benoît Robert, qui est journaliste et qui est un journaliste de presse quotidienne régionale, qui était longtemps en poste à Angers et qui maintenant travaille à Saint-Nazaire. Et il est passionné d'histoire contemporaine. En 2014, il est parti sur les traces de Jacques Vasseur, éminent collaborateur de la Gestapo à Angers, connu surtout pour s'être conduit en parfait tortionnaire, et sa mort à Heidelberg en 2009 n'était pas parvenue aux descendants de ses victimes. Donc Benoît Robert a écrit de nombreux articles sur le sujet, et il a également publié en 2014 avec Vincent Cottina un hors-série chez Ouest France sur la guerre et la libération en Maine-et-Loire. Donc la conférence de ce soir va s'organiser sous forme de discussion entre les intervenants pendant 1 heure. Et puis après, vous pourrez leur poser des questions. Voilà. Cette organisation vous convient ? Oui. Eh bien, alors, c'est parti. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Alors, je remercie à nouveau tout le monde, toutes et tous, d'être venus aussi nombreux ce soir. C'est toujours pareil avec les archives. On s'attend à du monde et il y a du monde. Donc ça, c'est parfait. Merci aux archives, bien sûr, d'avoir organisé ce moment. Et puis merci à Marc Bergère. Donc, vous l'avez déjà présenté, Marc, historien, professeur des universités, qui s'est penché depuis, je vais peut-être me tromper, une trentaine d'années sur le sujet des années noires en Anjou, mais pas seulement. Et puis sur la question de l'épuration, comme vous le rappeliez, son dernier livre qui est sorti en novembre 2024, Ligne de fuite, qui sera possiblement pour vous, il sera possible de le trouver, puisque Marc sera en dédicace à l'issue de cette rencontre. Donc on a à peu près 1 heure pour évoquer une question qui est tellement large qu'on ne sera sûrement pas exhaustif sur le sujet. On ne pourra pas se le permettre. Malgré tout, on a essayé avec Marc d'établir une sorte de plan avec différents thèmes. Mais là encore, l'exhaustivité, on ne pourra pas y parvenir. Donc on s'excuse auparavant s'il y a des sujets qu'on ne pourra malheureusement pas aborder.
Pour autant, il y a des lignes de force sur cette libération, hein, libération qui date quand même d'août 1944, et on se retrouve là en mai 1945, donc ça fait à peu près, pas mal de mois où Angers est déjà libéré, et puis le département aussi un peu plus tard. Pour autant, voilà, la notion qui nous semblait importante pour débuter cette rencontre, c'était la notion de sortie de guerre. Une notion historiographique qui est assez récente, je crois, par rapport au travail des historiens. Et je voulais, Marc, si vous le souhaitez, pardon, je vais rester dans les formes, si vous le souhaitez, qu'on puisse en parler un peu plus de cette notion. Comment vous la sentez par rapport à l'Anjou même? Avec grand plaisir. Donc. C'est bon. Avec grand plaisir, bien évidemment, et puis permettez-moi aussi donc d'abord de dire tout mon plaisir et toute mon émotion aussi d'être ici ce soir. Je suis comme si j'étais un petit peu chez moi. Et je pense que je suis un petit peu chez moi. De toute façon, les historiens sont toujours chez eux, aux archives, hein, par définition, les archivistes, comme les bibliothécaires et comme les libraires du reste, étant des passeurs pour les historiens que nous sommes. Donc, et ces archives en particulier, et leur personnel, etc., je leur dois donc beaucoup. Donc ça, c'est important. Et puis maintenant que vous avez mis vos téléphones en mode avion, je vous permets donc... je vous promets un vol sans encombre, même si vous allez voir que l'année 45 ne manque pas de turbulences. Hein, donc, et ce sont de ces turbulences dont on va parler, effectivement. Alors, je préfère aussi, par honnêteté à votre égard, surtout que vous êtes venus nombreuses et nombreux d'emblée, vous dire que nous allons évoquer beaucoup de choses et nous serons exhaustifs en rien. Donc voilà, c'est pour remplir le défi qui est le nôtre, pour effectivement traiter de cette sortie de guerre. Hein, je reviens donc à la question de Benoît. Alors effectivement, les historiens réfléchissent depuis longtemps, et c'est bien que les archives aient retenu ce terme dans le titre. La sortie de guerre, effectivement, on peut avoir une idée, c'est le passage donc de l'état de guerre à l'état de paix. Bon, c'est vrai, mais finalement, quand on y réfléchit, c'est une notion beaucoup plus complexe que cela. Les anglo-saxons ont un autre terme, hein, ils parlent du peacemaking et du peace building, hein, le faire la paix et la construire la paix, la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Ce que l'on peut dire effectivement par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de réponse globale. Je ne peux pas vous apporter une réponse unique et univoque sur ce sujet, dans le sens où, selon le champ que l'on considère, la dimension militaire, la démobilisation, par exemple, militaire, c'est une donnée, mais si on parle politique, si on parle économique, si on parle social, si on parle culturel, si on parle mémoriel, il est évident que la notion de sortie de guerre est beaucoup plus, éventuellement, donc, poreuse que cela, et beaucoup plus fluide encore que cela. Et puis, une autre intime conviction que je peux avoir, c'est qu'il n'y a pas de réponse collective non plus. Alors, bien sûr, on peut essayer de réfléchir à la façon dont les Angevins ou les Angevines, dont la société française est sortie de guerre, mais finalement, la réponse, à mon avis, est ailleurs, dans le sens où il est souvent question d'intime, de trauma personnel, de ce qu'on a vécu effectivement pendant la guerre, et de résilience parfois, cette fois-ci au vrai sens du terme, parce que le terme est ces dernières années quand même beaucoup galvaudé. Et c'est vrai que j'ai la conviction que je peux avoir en tant qu'historien, c'est que selon les individus, bien évidemment, que la notion de sortie de guerre n'est pas forcément la même. Et pour revenir justement on a parlé de Jacques Vasseur tout à l'heure, il est évident que le bourreau Jacques Vasseur ne sort pas de la guerre de la même façon que sa victime Noëlla Rouget, dont on parlera aussi sûrement. Et pour le premier, pour être tout à fait honnête, on peut même se demander s'il est un jour sorti de sa guerre. De mon point de vue, non. Et donc une certitude enfin pour lancer nos échanges, hein, c'est qu'effectivement donc en début d'année 45, puisqu'on va bien embrasser donc pas seulement la période dans laquelle nous nous trouvons à compter de mai 45 jusqu'à la fin de l'année, on va bien considérer toute l'année, et bien en début d'année 45, quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas sortis de guerre, et ça c'est aussi une donnée qu'il faut avoir, hein, la guerre dure toujours, même si l'Anjou est libéré donc depuis le mois d'août précédent, et c'est bien d'ailleurs une des données, des difficultés nombreuses que rencontre l'Anjou à ce moment-là. Tout à fait. Je peux me permettre, vu que je travaille à Saint-Nazaire, de rappeler que la poche n'a été libérée que le 11 mai 1945. Il y a encore des territoires qui sont des territoires de résistance entre guillemets allemande. Cette notion donc de sortie de guerre, vous parliez de résilience. Est-ce que la culture de guerre telle qu'elle s'était instaurée durant 4 années ici en Anjou, est-ce que c'est facile de s'en sortir? Est-ce que c'est facile de se réapproprier une image sans les violences qu'on a pu connaître, sans les bombardements, sans tout ce qui a en fait ces années noires?
C'est impossible d'y répondre de manière justement unique, c'est ce que je disais, c'est selon les individus. Pour moi, cela change selon ce que l'on a vécu. Personne n'a vécu l'occupation de la même façon, ni la libération par ailleurs. Donc effectivement, on va en parler, on va rencontrer plein de personnages différents, entre les collabo-exilés, les déportés qui reviennent, les victimes des bombardements, etc. Je pense que chacun va avoir effectivement son temps de reconstruction personnelle, son temps de résilience justement pour éventuellement évacuer les traumas qu'il a pu vivre. Donc c'est toute la question sur laquelle les historiens ont commencé à s'interroger d'abord après la Grande Guerre, pour étudier la sortie de la Grande Guerre, pour être tout à fait honnête, et notamment plutôt autour du monde des combattants et plutôt autour du monde des civils pour la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire combien de temps met une société pour se défaire d'une culture de guerre, d'une certaine culture de guerre. Et c'est bien ce que je disais, fait que d'un point de vue chronologique, finalement, la réponse peut être très variable selon les individus et selon la manière dont on a vécu les 10 événements, parce que on n'a pas vécu donc l'occupation de la même façon en Anjou comme ailleurs. Très bien. Alors, pour la reconstruction, vous parliez de reconstruction, la reconstruction, elle est aussi matérielle, elle est aussi liée au bombardement dont je parlais, aux destructions, et puis aussi aux restrictions qu'il peut aussi y avoir au niveau du gaz, du charbon, de la nourriture, bien sûr. Il y a encore les tickets de rationnement. Comment ça se reconstruit un département comme celui du Maine-et-Loire ? Disons-le clairement, l'année 1945 est extrêmement difficile pour les Angevins, comme pour tous les Français et Françaises du reste. La pénurie non seulement perdure, mais s'aggrave. C'est quelque chose qu'on ignore souvent, qui a sûrement été source aussi de désillusions, y compris pour les personnes qui ont pu la vivre, dans le sens où d'abord la pénurie va durer, on l'ignore parfois un peu, aussi longtemps après la guerre que pendant la guerre. Les tickets de rationnement, les derniers disparaîtront simplement en 1949, donc ils vont durer donc très longtemps après la guerre. Et en termes même de production, la production donc ne repart pas, loin s'en faut, comme on aurait pu donc le penser. L'hiver 1944-1945 est particulièrement donc difficile, et particulièrement donc froid en particulier. Et c'est vrai que la production agricole, par exemple, vous voyez, si vous prenez un indice 100 pour les années d'avant-guerre, comme l'année 1938, pour vous donner une moyenne, sur les années 41-44, donc les années de guerre stricto sensu, l'indice était tombé aux environs de 80. Et pour les années, donc, cette fois-ci, 45-47, l'indice tombe à 66. Donc vous voyez que la production se dégrade encore donc, par rapport à cela. Donc effectivement, c'est difficile, y compris sur les productions de base que sont les céréales, que sont la viande, que sont le lait, mais c'est encore plus difficile pour des productions comme les pommes de terre ou comme le vin, qui peut être un secteur que l'Anjou connaît. Et puis il y a effectivement, on le voit à l'image, c'est bien sûr les images sans doute les plus spectaculaires, il y a aussi les destructions qui sont finalement, qui ont été tardives, il faut le dire, que l'Anjou par rapport à des départements voisins a été touché plus tardivement que ses voisins par les bombardements, mais à partir effectivement du printemps 44 et de l'été 44, force est de constater que s'il a été longtemps épargné, le département a été durement frappé, et notamment donc la Loire, très clairement, ce sont les communes nigériennes qui sont les plus visées. Pour vous donner juste un chiffre, rien qu'en juillet 1944, le département subit 230 attaques aériennes qui touchent donc plus d'une centaine de communes, c'est-à-dire près d'une commune du département sur 3, avec certaines qui sont particulièrement visées. Les Ponts-de-Cé, qui est cher à mon cœur, ma commune, les Ponts-de-Cé, qui est frappée donc 8 fois sur le mois de juillet, la Poissonnière que l'on voit à l'écran aussi, qui est frappée donc une dizaine de fois, Saumur qui subit des bombardements terribles pendant tout l'été 44, Saumur est bombardé à 14 reprises pendant l'été 1944, et donc ça donne ce que vous voyez ici, le prix à payer va être très lourd. Ce sont effectivement donc plus de 12 000 immeubles détruits, ce sont des milliers de sinistrés, ce sont 7 communes qui sont d'ailleurs déclarées sinistrées. Je vous rappelle que pour être déclaré sinistré, il faut effectivement avoir 30% de son potentiel immobilier donc détruit ou endommagé. C'est le cas d'Angers. C'est le cas de Saumur, c'est le cas effectivement de ma commune de cœur, donc les Ponts-de-Cé, qui recevront d'ailleurs pour cela la croix de guerre avec étoile d'argent, la commune des Ponts-de-Cé, qui a été sous le feu croisé de l'ennemi du 11 au 30 août 1944, et détruite pour moitié quasiment. Alors je dis pour moitié parce que l'historien est prudent, il y a des sources qui parlent d'un taux de destruction ou d'endommagement de 40%, et des sources qui parlent de 60%. Alors vous voyez, l'historien a coupé la poire en deux et il dit donc que la commune est détruite pour moitié, donc c'est effectivement donc un élément important. Et puis on voit bien, et j'ai symboliquement, c'est normal, dans un département comme le nôtre, qui est un département que je qualifierais facilement de département de franchissement, parce que de fait, on a la Loire, on a la Maine, on a la Mayenne, on a la Sarthe, etc. 56 ponts sont détruits dans le département. Il n'y a quasiment plus aucune liaison, ni ferroviaire, ni routière, ni sur la Loire, ni sur la Maine, ni sur la Mayenne, ni sur la Sarthe. Le préfet parle de destruction quasi totale sur tous ces cours d'eau et toutes ces rivières.
Le potentiel routier est lui aussi donc totalement à l'arrêt ou presque, hein, puisqu'en fait, alors bien sûr, le parc automobile de l'époque n'est pas celui d'aujourd'hui. Hein. On recensait à peu près 2000 véhicules potentiellement disponibles à la Libération, donc en Anjou. Bah, sauf que la moitié sont contraints à rester au garage, faute de pièces, faute de pneus, voilà, faute de batterie, et le plus souvent en plus avec les difficultés de trouver du carburant. Donc vous voyez, la situation des transports, de l'alimentation, etc. est très difficile, et ça s'inscrit dans la démographie. Ça s'inscrit en démographie, puisque donc l'Anjou va battre des records de mortalité infantile en 1945. L'année 45 est une année terrible en termes de mortalité infantile, et particulièrement dans la ville d'Angers. La ville d'Angers retrouve un taux de mortalité infantile qu'elle n'avait plus atteint depuis 1900. Hein, donc on est à plus de 130, une mortalité infantile de 130 pour 1000, hein, ce qui est énorme, hein, le double de celle de l'entre-deux-guerres. Donc on voit bien que quelque part, hein, et sans tomber dans le pathos, hein, ce sont les effets cumulés de ces souffrances, de ces privations, etc., qui aussi, quelque part, frappent les nouveau-nés de la Libération. Voilà, donc Marc, vous avez travaillé aux archives. On est ici aux archives, mais aux archives de n'importe quelle sorte, qu'elles soient municipales, départementales, nationales, militaires, diplomatiques. Et je me permets de dire ça parce que ça permet de jauger un peu de la qualité de votre travail, notamment celui que vous avez pu sortir sur l'opinion. L'opinion, c'est pas facile de juger d'une opinion d'un peuple, et encore moins peut-être d'une population. Les Angevins sont perçus, ou du moins se perçoivent comment, et comment sont perçus les Angevins, par exemple, par rapport aux préfets et aux représentants des autorités administratives, par exemple. D'abord, vous faites bien d'attirer l'attention sur le fait que saisir l'opinion, d'ailleurs, est-ce que voilà, les politistes s'écharpent depuis des années là-dessus, est-ce qu'on doit parler de l'opinion au singulier ou de l'opinion au pluriel? Bon, on va pas faire un cours théorique là-dessus, mais c'est vrai que c'est difficile, l'historien est bien sûr contraint de la saisir en vertu des moyens qui sont les siens, la presse bien évidemment, et puis les sources qui sont censées la sonder et en rendre compte, que ce soit les sources préfectorales, que ce soit les sources de gendarmerie, que ce soit les sources des renseignements généraux, et puis aussi les sources, vous envoyez un extrait à l'écran pour ceux qui s'interrogeraient sur ce que c'est que cet extrait de synthèse numéro 8 du contrôle technique. Bah, c'est la surveillance postale tout simplement, et des conversations téléphoniques, hein, qui avaient lieu sous l'occupation et qui perdurent à la Libération. Donc voilà, en vertu de ces sources, difficile de savoir ce que chaque Angevin et Angevine a pu penser, mais néanmoins on peut effectivement dégager des tendances lourdes, ou de ce que j'appelle les lignes de force par rapport à cela. Alors on dit que l'Anjou n'a pas été, à l'image d'autres départements, libéré par son peuple, à la force des choses, puisque ce sont les alliés qui sont libérés l'Anjou. Est-ce que c'est, par rapport à ça, est-ce qu'on peut percevoir une sorte de renonciation, ou du moins une perception, notamment du préfet, assez sévère sur l'état de cette opinion, où on parle, d'ailleurs je crois que c'est écrit ici, d'une population qui est plus amenée à s'inquiéter de ce qu'il va trouver dans son assiette que de s'inquiéter de savoir comment le nouveau gouvernement va se mettre en place, ou voilà, d'autres choses. Oui, c'est pas faux, hein, les autorités sont assez sévères avec l'opinion angevine. Alors disons-le clairement, l'opinion angevine aspire d'abord et principalement et majoritairement à une chose, c'est à l'ordre. Et effectivement, donc s'inquiète de tradition, de tout ce qui peut être facteur de désordre politique ou de désordre social. Donc, ce qui veut donc dire que l'épuration, par exemple, dont il sera question plus loin, elle est à la fois souhaitée et redoutée. Souhaitée parce qu'il y a quand même une volonté de justice, mais redoutée par effectivement, donc les débordements qu'elle pourrait susciter. L'autre élément quand même qui me paraît important à retenir, et ça, c'est tous les historiens qui ont travaillé sur l'opinion à la Libération en sont convaincus, c'est qu'effectivement, l'unité et l'euphorie relative, la liesse relative donc de la Libération dure peu. Parce que de fait, elle est déjà loin. L'été 44, c'est en fait déjà assez loin quand on attaque l'année 1945. Et donc, il ne survit pas, en tout cas, au terrible hiver 1944-1945. Debré a une très très belle phrase pour cela, hein, qui était commissaire régional de la République par rapport à ça. Dès janvier 1945, dans un de ses rapports, je ne l'ai pas mis à l'écran, celui-ci, il dit: la Libération a été longtemps colorée des beaux tons de l'espérance. La réalité ne correspond pas aux rêves. Et donc ça, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai mis ce titre, Des lendemains qui déchantent.
désenchante. L'opinion est désenchantée un peu par rapport à cela. Elle est principalement préoccupée, qui lui en ferait le grief, de ce qu'il y a effectivement dans son assiette, et comment elle peut se vêtir, comment elle peut se déplacer, comment elle peut se chauffer. C'est effectivement, et le préfet le souligne, enfin c'est moi qui ai souligné pour être tout à fait honnête, voilà, il parle d'une population peu soucieuse d'événements extérieurs et des grands problèmes de l'heure. Les difficultés économiques se placent au premier rang de ses préoccupations. C'est une sorte d'obsession, le ravitaillement, l'obsession matérielle et par rapport et cela. Et effectivement, de cela, les préfets successifs tirent des conclusions sur lesquelles l'opinion angevine est finalement assez peu compréhensive à l'égard des autorités et développe aussi l'idée effectivement d'un certain égoïsme départemental par rapport à cela. Alors, il est vrai aussi donc que l'opinion doit se dissocier. On n'a pas vécu la guerre et on ne vit pas les privations de la même manière dans les campagnes et dans les villes par rapport à cela. Et donc c'est vrai qu'on assiste à une dissociation donc assez nette entre les villes et les campagnes par rapport à cela. Le préfet le dit bien aussi, la grande majorité de la population se désintéresse de l'épuration. Seule une minorité agissante, donc issue pour l'essentiel des milieux de gauche et urbains, réclame ou critique encore l'épuration, alors que les milieux de droite et ruraux souhaitent sa fin. Bon, bien sûr, ça peut effectivement être un peu caricatural et binaire, mais c'est vrai que cette dissociation donc existe par rapport à cela. Et puis la grande question effectivement politique du moment, qui a peut-être une surprise pour vous, mais qui est la question qui va mobiliser les Angevins et les Angevines, ça va être la question de l'école, et notamment la querelle scolaire qui va se réveiller donc en Anjou, puisque le gouvernement provisoire de la République française décide donc au printemps 1945 de supprimer donc les subventions que le régime de Vichy avait accordées aux écoles privées, et ça réveille donc une querelle scolaire qui prend en Anjou, comme dans tous les départements de l'Ouest du reste, des proportions très très importantes, puisque donc l'association des parents d'élèves, l'enseignement libre, les appelle, lance une sorte de pétition référendaire, mais sous forme quasiment d'un bulletin de vote individuel qu'on doit renvoyer aux autorités, et on sait par justement les services donc préfectoraux que en Anjou ce seront plus de 180 000 bulletins qui vont être envoyés aux autorités, ce qui veut dire à peu près les 2/3 du corps électoral de l'époque, donc c'est pas une mince affaire, donc c'est une sacrée pression sur les autorités. Et puis on sait aussi donc que le 7 octobre 1945, par exemple, il y a une énorme manif en faveur effectivement donc du maintien donc de ces subventions aux écoles privées qui a lieu à Angers et qui réunit, d'après la presse, 50 000 personnes. Quoi qu'il arrive, en tout cas, c'est une manifestation donc très importante. Donc ça, c'est la grande affaire politique, avec les élections dont on parlera tout à l'heure. C'est la grande affaire politique du moment en Anjou pour ce qui est de l'opinion. Voilà, donc ce soir, on parle de 1945, on ne va pas parler de 1940 jusqu'à 1944, puisqu'on aurait pu, dans ce cas-là, inclure la question de Vichy, la question de savoir si les Angevins étaient pétainistes ou certains, ou pas, ou voilà. On connaît à peu près la couleur politique du département, mais je reviens donc sur la notion de la résistance, puisqu'elle est importante, même en 1945. Je crois que l'ORA, donc l'organisation de la résistance armée, a eu un rôle à jouer durant la libération. Comment cette résistance, elle s'incarne dans cette année 1945 comment, voilà, quelle couleur à son tour elle prend, sachant que les communistes avaient assez peu finalement je crois savoir de pouvoir, malgré, là on va revenir aux élections avec une poussée quand même des partis de gauche. Donc voilà, je vous laisse continuer. Il y a plein de questions dans la question. Donc là, je serais tenté de dire que, encore une fois, désolé, pourtant l'Anjou n'a pas à sa tête, on en parlera dans quelques instants, des personnalités politiques qui lui seraient hostiles ou qui seraient même totalement à contre-emploi de sa personnalité ou de sa culture politique, parce que Michel Debré ou Michel Fauré-Cormeret, c'est pas ce qu'on fait de plus révolutionnaire. Mais il n'en demeure pas moins que quand vous voyez ce qui s'affiche à l'écran, alors je crains qu'au fond vous ne voyez rien du tout, donc je vais les commenter quoi qu'il arrive. Là aussi, si on suit les autorités de l'époque, c'est pas brillant pour c'est-à-dire que pour eux, pour les autorités qui arrivent au pouvoir
Maine-et-Loire à la Libération, donc en Anjou, il n'y a pas de voilà, l'identité résistante du Maine-et-Loire n'existe pas ou peu. Et donc voilà, je lis pour ceux qui ne pourraient pas les lire, hein, les rapports, des extraits de rapports du préfet Michel Fauré-Cormeret. La plupart des habitants n'étaient jamais entrés dans des mouvements de résistance, ignoraient totalement ce que fut notre œuvre au cours des 4 dernières années et demeuraient relativement attachés à la mystique du maréchal. Au moment de la Libération, il n'existait dans le département aucune véritable organisation de résistance, et Debré qui lui ne dit pas forcément autre chose et reprend finalement ce que Benoît disait tout à l'heure, c'est-à-dire que bien sûr que le Maine-et-Loire, comme l'ensemble, une grande partie du territoire français ne s'est pas libéré par son peuple, hein, et il le dit, donc dans l'ensemble on ne trouve que des personnalités donc résistantes, on ne trouve pas de large organisation de résistance. L'opinion a naturellement accueilli avec joie l'arrivée des Américains à la Libération, on est cependant obligé de reconnaître qu'elle a dans l'ensemble peu aidé à cette libération. Alors que faire de cela? Que fait l'historien de ce genre d'informations? D'abord, effectivement, il y a une réalité, c'est que de toute façon la résistance armée n'a jamais été très forte en Anjou. Et donc la population a peu ou pas aidé effectivement à la libération, assez peu, si ce n'est quelques combattants de l'intérieur, renforcés parfois donc par des éléments extérieurs. On peut penser au SAS dans le sud du département notamment, mais de fait, bien évidemment, si on reprend la formule gaulienne, certainement que l'Anjou n'est pas libéré par son peuple, hein, loin s'en faut, bien évidemment. Alors il y a néanmoins, si on rebascule cette fois-ci non plus de l'été 44, mais en 45, on a quand même, les Angevins fournissent à peu près plus de 4000 FFI qui sont désormais en casernés et enrégimentés, etc. Ces 4000 FFI qui, dans un premier temps, étaient durant l'été restés sur le front de la Loire, tant qu'il y a eu un front sur la Loire, ont ensuite été dirigés principalement vers les poches, dont il était question tout à l'heure, et puis vers l'Est, hein, parce que la libération, encore une fois, la guerre n'est pas finie, hein, et la libération, donc, notamment de l'Alsace, continue. Donc ça, c'est effectivement donc, un élément qui me paraît important. Et puis juste, même si vous l'avez dit, on ne va pas revenir sur l'occupation, on a déjà fort à faire avec l'année 45. Je tiens quand même, puisqu'on a été, et il se trouve que tous les co-auteurs les co-directeurs de cet ouvrage sont dans la salle, et une grande partie des co-auteurs aussi. Le fameux ouvrage donc seulement sur les résistants et résistantes en Anjou, hein, ont montré que finalement les préfets, comme quoi ça peut leur arriver, avaient tort. En tout cas, leur analyse a été vraie à l'instant T. Il faudrait prendre plus de temps que ça pour répondre. On pourra répondre éventuellement à la question ultérieurement, mais que de fait, il y avait bien eu une résistance beaucoup plus importante que ne le laissait entrevoir leur rapport, beaucoup plus importante aussi que ne le laissait entrevoir l'attribution des cartes de combattants volontaires de la résistance, pour laquelle, à nouveau, le Maine-et-Loire, je suis désolé de vous le dire, étant que de peloton, on est un des départements donc, métropolitains qui a eu le moins de cartes de combattants volontaires de la résistance attribuées donc après-guerre par habitant, parce que de fait, la CVR finalement privilégie largement la résistance armée ou des formes de résistance qui n'étaient pas celles de l'Anjou. Donc ça, c'est une chose établie, mais juste pour vous rassurer quand même, hein, on a dans le cas d'un travail effectivement nourri au plus près des archives, on a donc recensé, puisque à la fois cet ouvrage raconte l'histoire de la résistance ou des résistances par rapport à cela en Anjou, mais il y a un dictionnaire aussi biographique final, hein, qui fait qu'on a désormais une base fiable, car vérifiée par des historiens et des archivistes, hein, unis pour la bonne cause, main dans la main autour de cette œuvre collective, près de 1700. Donc vous voyez, on a presque doublé le nombre qui était celui des cartes de combattants volontaires de la résistance. Donc voilà, à la fois il y a cette faible identité résistante, et en même temps, effectivement, la réalité est plus complexe et c'est pas totalement exact, hein. Faire vite aussi, il n'y a plus de résistance parce que de fait la résistance en juin a été décapitée aussi, il faut bien reconnaître, en 1943 et au premier trimestre 1944. Donc de fait, ils ne se sont pas trompés, ils n'ont pas menti, hein, parce que je ne voudrais pas que vous repartiez en disant que Debré et Fauré-Cormeret étaient de fiefs et menteurs, c'est pas du tout le cas, mais seulement effectivement les forces de résistance avaient été totalement anéanties ou presque par rapport à cela. Et puis Dieu merci, et c'est ce que l'on disait, et c'est aussi le fameux document incontournable sur lequel je vous recommande, le dispositif des archives que je vous recommande dans le hall d'entrée. Par contre, effectivement, la résistance au pouvoir en Anjou est plutôt rassurante pour l'opinion. On revient à l'opinion, parce qu'elle s'incarne effectivement dans deux hommes qui d'abord ont des racines nigériennes, qui coïncident avec le tempérament, on va dire, politique et culturel donc, du département. Et donc c'est vrai que dans un premier temps, de ce point de vue-là, et d'ailleurs ils ne font pas l'objet de critiques, hein, Debré comme Michel Fauré-Cormeret, que l'on voit ici donc à la gauche du général de Gaulle, alors à droite si vous regardez la photo en face bien sûr, mais ils sont à la gauche du général de Gaulle, hein, lors de sa visite le 14 janvier 1945. Incarne effectivement son nature plutôt à obtenir et d'ailleurs à favoriser une transition politique apaisée, ce qu'elle est, ce qui n'empêchera pas les violences, ça c'est encore autre chose, on en reparlera tout à l'heure. Alors on se rend compte que vous êtes vraiment un universitaire, et ça c'est intéressant, parce que vous avez des phrases intéressantes, mais en même temps,
c'est assez long et c'est parfait. Finalement, on se retrouve avec des... Mais je voulais vous faire réagir quand même parce que je reviens sur ce bouquin des Angevins en résistance auquel vous avez collaboré. Et quand on est appuyé par Denis Péchanski, donc un historien de première bourre, je dirais, on ne peut pas s'empêcher quand même de lire un tout petit passage, je vous rassure, ça ne va pas être long, qui fait en introduction de ce livre-là. Il dit « On ne fera pas de la résistance un phénomène de masse qui emporte l'ensemble de la population, en Anjou comme ailleurs, mais on a déjà une autre mesure de ce que fut cet engagement maximal, où, quelle que soit la forme choisie de l'engagement, on jouait sa vie face aux forces de la répression et de la persécution. On sait aussi que ces engagements ont pu s'appuyer sur des comportements bien plus largement répandus dans la société, qui signifiaient un non à l'occupation et à la collaboration. » Voilà. Oui, non, enfin, je ne sais pas si ça a suscité un commentaire, sinon j'abuse de mon temps de parole. Mais non, mais c'est vrai, Denis Péchanski voit juste. Hein, il y a beaucoup de résistance. Ça nous a frappé dans notre base dits isolés, hein, c'est-à-dire qu'ils effectivement ne sont pas affiliés et qui pour autant ont fait des actes qui les ont conduits. Il faut quand même savoir qu'effectivement, on parlera tout à l'heure de déportation. Hein, il y a un taux de déportés donc élevé en Anjou, hein, et 45% des résistants qu'on a recensés ont été déportés, et 75% des résistants qui ont été arrêtés ont été déportés. Hein. Donc la répression a été extrêmement efficace aussi en Anjou, mais c'est aussi une somme de comportements individuels. Ça a été une résistance plus précoce éventuellement que dans d'autres régions. Il y a eu aussi des formes de résistance qu'on qualifie aujourd'hui de civiles, qui sont tout sauf négligeables. Et donc de fait, là, de brève raison, il y a des personnalités résistantes, on peut penser, et qu'ils appartiennent d'ailleurs au milieu communiste. Je n'ai pas rebondi sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais les milieux communistes sont effectivement plutôt très présents dans nos... Alors, je ne la connais pas par cœur notre base, hein, mais là, mes camarades m'aideront éventuellement, mais je crois qu'on a quand même plus de 10% de communistes à peu près dans notre base, hein, ce qui les place très haut par rapport à ce qu'était l'implantation du Parti communiste, il faut bien reconnaître, avant-guerre. Et d'ailleurs, ils en tireront, y compris des profits électoraux, on en parlera tout à l'heure, après-guerre, et de manière donc légitime. Mais il y a aussi des notables. Hein, voilà, si on va dans le Choletais, c'est effectivement Champagny, par exemple. Voilà, ça peut être Donsortet de l'abbaye pour que tout le monde soit content et que l'on soit consensuel. C'est aussi Donsortet de l'abbaye de Bégrolles. Enfin voilà, c'est des personnalités effectivement très diverses. Donc c'était toute notre... On n'était pas là pour réhabiliter, ou on voulait juste, effectivement, d'abord on est parti de ce constat de carence qui nous avait interpellés, et on a voulu justement le questionner en historien et en archiviste pour apporter une réponse qui est beaucoup plus plurielle. Le micro marche. Il marche le micro ? Oui, toujours. Alors, il y a un temps fort quand même dans cette année 1945, c'est début mai ou fin avril, je ne sais plus, ou début mai, premier tour, à cheval sur les deux, donc pour les élections municipales, les premières élections municipales. Et là, les cartes vont être redistribuées. Comment ça se passe, ces élections? Elles sont révélatrices d'un nouvel état de l'opinion politique. Qu'est-ce qui se dégage de tout ça? Quand on réfléchit bien, elles sont hors normes. Enfin, elles sont hors normes. Elles ne peuvent d'ailleurs qu'être hors normes pour plein de raisons. D'abord, on n'a pas voté au municipal depuis 1935. Les dernières municipales remontent à 1935, donc déjà, comme le dit le préfet là, dans le document que vous avez sous les yeux, évoluer. Voilà. Comment l'opinion a-t-elle évolué? Surtout qu'entre-temps, il y a eu la guerre, il y a eu l'occupation, il y a eu la libération, c'est difficile de savoir. Elles sont aussi donc extraordinaires. Là, c'était quand même attendu par les intéressés de longue date, mais par tous de longue date, hein, par le premier vote féminin aussi, donc le corps électoral double, ce qui là aussi modifie quand même les règles du jeu par rapport à cela. Elles sont aussi étonnantes, et là ça va susciter bien des débats, bien des polémiques aussi, parce que les élections qui ont lieu effectivement fin avril, début mai, ont lieu en absence quand même de pas mal d'angevins. Hein. Il manque dans le corps électoral plus de 20 000 angevins qui manquent à l'appel parce qu'ils sont encore à cette date prisonniers de guerre, travailleurs, requis, déportés, et ça suscite d'ailleurs dans les milieux partisans et militants bien des polémiques. Ça suscite d'ailleurs les seuls incidents qui ont lieu pour ces élections dans un certain nombre de bureaux. Des urnes sont détruites dans un certain nombre de bureaux de vote, à Baugé par exemple, hein, une urne est détruite. On sait le Trélazéen parfois rebelle éventuellement, et donc une urne aussi est détruite et incinérée devant un bureau de vote avec, estime-t-on, plus de 600 bulletins de vote à l'intérieur, donc à Trélazé aussi, parce que le fait, une partie une frange militante, etc., n'accepte pas que l'on ait engagé ces élections, alors même que
je reprends le discours de l'époque, hein, les meilleurs éventuellement, ou ceux qui ont payé le prix le plus fort à l'occupation ne sont pas encore rentrés. Donc ça suscite quand même un débat particulier. Donc tout ça fait que les circonstances sont quand même... l'absence du corps électoral et en même temps son doublement sont quand même assez effectivement donc extraordinaires. Alors le vote féminin concentre quand même l'attention des autorités par rapport à cela. Ça peut susciter d'ailleurs un petit peu l'amusement à certains égards, parce que vous voyez ce rapport du préfet que j'ai sélectionné volontairement pour cela, hein, je le lis pour ceux qui sont plus loin. Les femmes ont accompli leur devoir électoral avec plus d'empressement que les hommes au premier comme au second tour, et leur participation au vote n'a pas modifié l'orientation du scrutin. Alors pour ce qui est de la participation, pas de problème par rapport à cela. La participation a été élevée, effectivement, en particulier au premier tour. Parfois au deuxième, vous voyez bien, il y a moins d'enjeux, donc c'était différent. Mais au premier tour, elle a été très élevée. Hein, donc de ce point de vue-là, il y avait vraiment une soif de s'exprimer par rapport à cela. Pour ce qui est du vote féminin, bon, c'est bien, on peut se satisfaire que le préfet l'ait surveillé. Mais en définitive, et vous le savez, par rapport à cela, dans la réalité, rien ne permet de distinguer, ou alors il faudrait faire voter les hommes et les femmes dans des bureaux séparés. Rien, en fait, dans la réalité, ne permet donc de dissocier l'électorat féminin des dynamiques politiques du moment. Une certitude, malgré tout, pour avoir pas mal regardé les rapports de cette période-là, force est de constater, et là aussi, c'est pas forcément très brillant, que de ce point de vue-là, gauche et droite, et catholiques comme laïcs, se retrouvent assez largement pour, d'une manière générale, limiter les compétences de l'électrice, il faut bien reconnaître, et suspecter qu'elle va voter sous l'influence de son mari, sous l'influence du curé, enfin voilà. Donc on retrouve en Anjou comme ailleurs, hein, dans la période préélectorale ou post-électorale, beaucoup de vieux poncifs misogynes et de stéréotypes de genre, hein, et je pense que ça va mieux en le disant quand même, malgré tout. Alors ça n'empêchera pas effectivement certaines femmes de percer, et là j'ai mis sans doute l'une des plus remarquables d'entre elles, hein, Germaine Canon, militante socialiste, hein, première femme élue effectivement donc à Angers en mai 1945. Elle sera même troisième adjointe, puis élue également quelques semaines plus tard au Conseil général, et elle sera vice-présidente du Conseil général aussi. Donc ça, c'est effectivement donc un... Marc, est-ce qu'il y avait d'autres femmes qui étaient sur des listes qui n'ont pas été élues pour autant ? Oui, il y a eu d'autres. Il y a d'autres qui ont été élus qu'elle, mais au Conseil général de mémoire, c'était qu'une dizaine à se présenter malgré tout. Donc elle a été la seule élue. Alors, si on parle quand même résultats électoraux, vous avez raison, il faut quand même qu'on parle aussi un peu résultats. On a parlé du contexte. Les résultats sont aussi étonnants par rapport à ça, puisque de fait, le préfet s'interrogeait sur l'évolution de l'opinion. Alors, si on regarde comme ça les grandes masses, on peut avoir l'impression que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Comme ça, à vue de nez, si je puis dire. En réalité, les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Il y a une stabilité qui repose surtout sur le fait que dans les campagnes, la situation est beaucoup plus stable que dans les villes, mais dans les villes, par contre, la situation est beaucoup plus ouverte. Il y a des alternances même assez fortes. On peut penser à la municipalité à Lono, bien sûr, à Angers, première municipalité socialiste avec des adjoints communistes, ce qui, bien sûr, à Angers est une véritable révolution politique par rapport à cela, et une femme troisième adjointe aussi par ailleurs. Donc il y a effectivement des mouvements plus marqués à Angers, à Saumur ou à Cholet. Mais quand on regarde de plus près, en fait, les choses ont beaucoup évolué. À gauche, très clairement, le radicalisme qui incarnait, alors ce qui en gauche, en Anjou et la gauche, c'est plutôt de la laïcité, hein, car de fait, le clivage droite-gauche est très largement parasité par le clivage catholique-laïque, il faut bien reconnaître, et progressiste par rapport à cela. Et donc le radicalisme est, il faut bien reconnaître, assez largement délégitimé, et profite, c'est la percée effectivement des socialistes et des communistes par rapport à cela. Et on peut penser à Morand, le cheminot, qui lui aussi est élu donc conseiller municipal à Angers, hein, et qui sera donc, ce sera même le premier député, et je crois jusqu'à aujourd'hui peut-être compris le seul député communiste, peut-être en tout cas jusqu'aux années 2014-2015, c'était le seul député communiste donc Anjou. Qui avait fait de la résistance, Marc Morand? Morand, il n'est pas sur notre base de résistance, non. Il était cheminot, il était secrétaire fédéral de mémoire, donc c'est plutôt un homme d'appareil, si je puis dire. Donc par rapport à cela, et il est donc effectivement donc élu donc par rapport à cela. Et puis donc à droite, malgré tout, une certaine droite conservatrice recule au profit d'un nouveau parti qui finalement prend sa greffe en Anjou, qui est le MRP, le Mouvement républicain populaire, par rapport à cela. Donc il y a quand même des glissements qui sont constatables. Et puis trois dernières remarques par rapport à
à cela. Moi, ce qui m'avait frappé, effectivement, c'est que d'une manière générale, pour avoir épluché ces résultats électoraux, les résultats électoraux, quand même, dans une large mesure, valident les choix opérés à Libération. Parce qu'on l'ignore souvent, mais les conseils municipaux ont été recomposés et épurés, il faut bien reconnaître, entre la Libération et les élections, parce qu'il fallait bien qu'il y ait des édiles municipaux dans les communes. Et donc, on voit bien que les personnalités, en général, qui avaient été écartées à la Libération, en raison de leur comportement réel ou supposé sous l'occupation, lorsqu'ils briguent à nouveau un mandat, ne sont pas élus, sauf très rare exception. Et inversement, toutes celles et tous ceux qui, finalement, peuvent se réclamer donc, de la libération, de la résistance, etc., sont plus largement élus. Et puis, là aussi, pour tordre le cou à une autre idée par rapport à cela, il y a un renouvellement politique sans précédent. Il faut bien reconnaître que le renouvellement politique est assez... Alors, au municipal, c'est moins frappant parce qu'il y a tout le poids des petites communes où vous voyez bien qu'on reconduit souvent des municipalités, effectivement, qui ont déjà pu exercer des mandats. Déjà, je vous l'ai dit, en ville, c'est moins... mais alors, ce qui va être énorme, c'est le renouvellement qui va être opéré au niveau du Conseil général et des parlementaires. Au niveau du Conseil général, c'est une des alternances sans doute les plus frappantes de toute l'histoire du Conseil général du département, hein, puisque donc de fait, ce sont donc 30 élus nouveaux sur 34 hein, qui sont élus donc à l'automne 1945. Donc plus de 88% de renouvellement, c'est tout à fait donc considérable. Et c'est clairement une nouvelle génération qui va s'installer aux commandes, puisque je m'étais amusé à faire ce calcul une fois que je travaillais sur les élites locales dans la Tourmente. J'avais constaté que ces 34 élus de 45 feront en moyenne 18 ans de mandat chacun. Donc on voit bien que vous voyez, c'est une nouvelle génération qui arrive aux commandes par rapport à cela. Et autre chose aussi, c'est important, parce que souvent, vous voyez, l'antienne qu'on nous sort tout le temps, oui, alors c'est les mêmes qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, puis qu'on a retrouvé par la suite. Ben non, c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai en Anjou. Aucun parlementaire angevin élu avant-guerre ne fera carrière donc après-guerre. Aucun. C'est simple, hein, pour le coup. Vous pouvez prendre leur biographie. Hein, il y a un renouvellement à 100%. Aucun député ou sénateur donc, de Maine-et-Loire ne survit politiquement, si je puis dire, à la période. Donc vous voyez, ces élections, effectivement, il y a bien effectivement non seulement des reclassements, mais il y a aussi un renouvellement. Et l'Anjou ne sort pas indemne de la période, comme on le pense trop souvent au nom de la fameuse douceur angevine. La rondeur angevine, il ne se passe pas grand-chose, etc. Enfin, c'est souvent un petit peu la vision qu'on peut avoir de l'Anjou. Remarque, ce qui est bien, c'est que c'est toujours aussi compliqué de pouvoir vous arrêter. Là, on va partir sur une question aussi... Dois-je y voir un reproche? Non. Question du poids des absents. Une question fondamentale finalement, puisqu'on sait qu'en Maine-et-Loire, la guerre a quand même fait beaucoup de dégâts, notamment la déportation raciale, avec 75% des Juifs qui ont été déportés qui ne sont pas revenus, je pense, sur les 400 à peu près qui vivaient en Anjou. Puisqu'il y a eu rafle et puis un départ de convoi en juillet 42. Les déportés politiques aussi ont payé le prix fort, et les prisonniers Stalag, donc loin des préoccupations du Maine-et-Loire, puisqu'ils étaient dans les Stalag ou les Franz Stalag, donc en Allemagne ou en Autriche ou ailleurs, et puis les personnes qui sont parties dans le cadre du STO. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je me rappelle l'avoir dit à l'invitation de mes collègues que j'aperçois au fond de la salle, là pour le coup, quand j'évoquais, donc j'étais allé devant leur classe à Gênes parler justement de la Seconde Guerre mondiale. C'est une autre réalité quand on veut saisir au quotidien certaines réalités donc de l'année 45. Et si on se reprojette dans le premier trimestre 1945, moi c'est une réalité qui me frappe, c'est qu'effectivement il manque quelqu'un dans de nombreuses familles, de très très nombreuses familles, puisqu'encore une fois il manque près de 21 000 Angevins et Angevines qui sont donc encore en Allemagne à ce moment-là, massivement des prisonniers de guerre, près de 15 000, mais près de 5 000 aussi travailleurs, alors requis pour la plupart, mais aussi volontaires sans doute pour un certain nombre d'entre eux, et puis près effectivement, vous le disiez, près de 1000 déportés, un peu plus de 1000 déportés, 300 et quelques ratios, comme on les appelle, hein, donc les victimes des rafles anti-juives, et puis donc les déportés, donc qu'on qualifie alors de politiques, déportés politiques au sens où effectivement ils ont été déportés donc en raison d'actions de résistance, hein, par répression par rapport à cela. Et donc
Ça, c'est déjà en soi donc un élément important. Et l'année 1945 va être marquée par le retour, et ça me paraît essentiel aussi. Alors, on n'a pas l'hôtel Lutetia à Angers, excusez-moi, mais on a effectivement, le cheminement était quand même assez connu et assez organisé, même si au début ça a été un peu, il a fallu que les autorités se mettent en place, mais il y avait une sorte de cheminement qui fait que tous ces rapatriés étaient accueillis d'abord à la gare, et puis ensuite donc devaient se rendre pour se faire enregistrer au Grand Cercle, qui se tenait donc boulevard Foch, par rapport à cela. Alors, les stats que je vous montre sont celles des autorités en question. Elles concernent effectivement que les déportés dits politiques par rapport à cela. De toute façon, le taux de retour va être dans un premier temps énorme, hein, et ça aussi, c'est une autre réalité auquel on ne songe pas forcément, puisque donc de fait, c'est près de 20 000 personnes qu'il faut rapatrier. En définitive, l'Anjou ne rapatriera que 17 000, et pour cause. Hein. Alors, les chiffres sont même bien pires que ceux qui étaient avancés tout à l'heure. Hein. Les côtés ratio, personne ne rentre ou presque, hein, ça se compte sur les doigts d'une main, c'est moins de 5% de retour. Hein. L'extermination a bien été menée à son terme par rapport à cela, et en ce sens, on peut considérer que Henri Borland, notamment, est un vrai survivant au sens strict du terme. Je crois d'ailleurs, là je parle sous le contrôle de mon collègue, c'est Serge Karlsfeld qui signale que il est l'un des rares et peut-être même le seul rescapé des 6000 enfants juifs de moins de 16 ans qui ont été déportés à Auschwitz dès 1942. Donc, Henri Borland, on peut peut-être juste préciser, c'était un Parisien à la base, et puis il est arrivé réfugié à Saint-Lambert-du-Lattay. Donc à Saint-Lambert-du-Lattay, il avait 14 ans lorsqu'il est parti, à Auschwitz, et il est rescapé, il est revenu et décédé très récemment. Donc voilà, et alors juste pour vous dire qu'effectivement, les ratios, c'est un non-sujet à la libération. D'abord, ils ne rentrent pas, il n'y a pas de retour quasiment, ou si ce n'est, ils se comptent sur les doigts d'une main. Et pour ce qui est des politiques, ils sont, comme je vous le dis dans un premier temps, noyés vraiment dans la masse, hein, de tous les gens qui rentrent, parce que je vous donne, vous voyez, quelques chiffres. Hein, au mois d'avril, hein, ce sont près d'une centaine de rapatriés qui rentrent chaque jour, qui arrivent chaque jour à la gare d'Angers, hein, 350 à 440 par jour au mois de mai. Donc vous voyez par rapport à cela, et puis ensuite bien sûr le niveau, il y a un reflux. Donc vous voyez que quand vous prenez à côté de cela les chiffres des déportés politiques stricto sensu, là effectivement ils sont beaucoup moins nombreux, et donc ils sont un petit peu noyés dans la masse par rapport à cela, hein, puisque donc eux ils rentrent, même si on voit bien que en Anjou comme ailleurs, les 2/3 en gros des déportés politiques rentrent en mai et juin, et puis donc ensuite après de manière donc perlée jusqu'à la fin de l'année. Une petite incise, Marc, excusez-moi. Par rapport à quelque chose que vous m'avez dit très récemment, ces déportés, pour autant, ils parlent. Ils parlent et ils témoignent. Oui, alors ça, c'est un élément aussi auquel je voulais vraiment vous associer tous et toutes ce soir, parce que c'est un élément important conçu les Angevins et les Angevines de la déportation par rapport à cela. Une collègue très célèbre, Agnès Vivorca, s'est interrogée au phénomène de médiatisation de la déportation. C'est-à-dire à partir de quand les Français et les Françaises ont-ils pris conscience, en 1945, hein, c'est ce qu'elle appelait dans son ouvrage de 2015, La découverte. Eh bien, les Angevins correspondent exactement à ce modèle, et grâce à la presse, pour le coup, même si c'est le Courrier de l'Ouest que j'ai cité, j'en serais pardonné, j'imagine. Donc, c'est le même groupe. Donc, non, mais je sais bien. Donc, je plaisante, mais tout ça pour dire qu'effectivement, le phénomène de médiatisation est net à partir du printemps 1945, et très clairement, ce sont principalement, effectivement, les camps, donc... de Bergen-Belsen, notamment de Ravensbrück, qui sont donc médiatisés par rapport à ça, Dachau et de Buchenwald. Hein, on sait effectivement qu'à Auschwitz, ayant été libéré au mois de janvier précédent par les soviétiques, il n'a pas bénéficié du tout de ces médiatisations. Hein, il faudra attendre beaucoup plus tard pour qu'elle ait lieu, donc de ce point de vue-là. Donc, il y a effectivement, donc, là, j'ai pas le temps de vous les lire, hein, mais il y a une véritable onde de choc par rapport à ça. Et de fait, je crois que c'est très important aussi à dire, contrairement à une idée reçue, on a longtemps dit que les déportés n'avaient pas parlé, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui est entièrement faux. Les déportés, dans un premier temps, parlent, et ils parlent même beaucoup. Il y a énormément donc, de conférences, énormément d'articles dans la presse, énormément donc les brigades de gendarmerie sont même chargés par leur commandement de collecter systématiquement des témoignages des récits de déportation, etc. Des témoignages écrits sont même publiés. Rien qu'en Anjou, il y a au moins 4 témoignages écrits donc, qui sont publiés
travailler donc immédiatement par rapport à cela. Donc cette idée reçue donc sur laquelle il n'aurait pas parlé, je pense qu'elle mérite d'être questionnée là aussi. C'était le sens de la question, j'imagine. C'est-à-dire que ils ont parlé, mais il y a eu incommunicabilité quelque part. Longtemps, on a pensé qu'ils ne parlaient pas parce qu'il y avait une sorte d'indicibilité, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pu raconter leur traumatisme, et on s'est longtemps abrité les larcins en disant bah non, ils n'ont pas pu raconter, donc ils n'ont pas parlé. C'est pas tout à fait exact. Ils ont donc d'abord beaucoup parlé, sauf que si je puis dire, il y a eu émission mais pas réception, pour le dire un petit peu crûment par rapport à cela. Non pas par égoïsme, je ne pense pas que c'était par égoïsme de la part de la société d'accueil, mais je crois que la société n'était pas prête à entendre, elle n'avait peut-être pas non plus les outils pour comprendre, et c'est quelque chose que Simone Veil d'ailleurs a souvent dit aussi, souvent elle disait mais on a beaucoup parlé quand on est rentré, et finalement on ne nous a pas forcément écouté. Et ça, l'Anjou le montre très très bien, et les témoignages de Cimier, Lucienne Cimier, André Rogerie, Marnaud, Le Tourneau en témoignent largement par ailleurs. Donc alors, les minutes s'égrènent. Il est temps de passer peut-être à la question de l'épuration, parce que je sais que c'est un sujet qui vous est cher. On parlait de collaboration. La collaboration est étroitement liée parfois à l'épuration. Et comment cette épuration, elle se vit en Anjou. Je pose la question, en quoi c'est un territoire qui est intéressant à analyser, en quoi c'est un territoire un peu témoin par rapport à l'épuration, le Maine-et-Loire. Disons que c'était un peu le projet de ma thèse par rapport à ça. C'était un département qui était intéressant par son côté ordinaire, justement. Voilà, un département donc plutôt épris de calme. Il y a d'ailleurs peu d'exécutions sommaires, 3 a priori à Libération. Donc effectivement, c'est la dimension ordinaire de ce département qui en faisait l'intérêt pour faire une sorte de coupe de la société française. C'était mon pari, le pari de ma thèse, effectivement, dans sa version publiée qui s'intitulait Une société en épuration. Et ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, l'épuration, il a été beaucoup plus importante qu'on ne l'imagine. Elle a touché au bas mot 4000 angevins et angevines, sous une forme ou sous une autre, toute forme d'épuration confondue. Et là aussi, pour résumer à grands traits, elle a été aussi beaucoup plus violente qu'on ne l'imaginait. Alors pas forcément sous la forme d'exécution, mais de violence non homicide. Et il y en a eu beaucoup, je les avais recensés systématiquement par rapport à cela. Il est d'ailleurs intéressant de voir que le retour des déportés suscite un regain de violence tout à fait impressionnant, avec des lynchages comme au Tremblay près de Segré, des tontes comme à la Pommeraye par exemple aussi en juillet 1945, des saccages de magasins comme à Toircé, etc. Des prévenus qui sont pris à partie sur le chemin entre le Pré-Pigeon et le palais de justice, qu'il faut effectivement que la police a bien du mal à protéger. Donc voilà, l'épuration a été sûrement plus violente qu'on l'imagine, a été beaucoup plus profonde aussi dans la société qu'on ne l'imagine aussi communément, et beaucoup plus durable aussi. On exécute encore en Anjou des épurés donc en 1947. Il y a quand même 16 exécutions après procès quand même en Anjou. Vous voyez, c'est pas une masse à faire non plus. Je ne pense pas que dans l'histoire pénale angevine il y ait souvent eu autant d'exécutions donc après procès. Donc voilà, l'épuration est passée, et c'était justement ce caractère, et c'est lui aussi le jury de ma thèse. Bien, ça m'a arrangé. Donc c'est qu'effectivement donc la dimension ordinaire de ce département, à faible identité résistante, enfin voilà, effectivement il ne cochait a priori aucune case et donc au contraire il en cochait beaucoup pour que l'on se dise mais finalement comment l'épuration est passée dans un département comme celui-ci. Et bien donc elle est passée. Alors elle a sans doute été comme ailleurs, parfois injuste, inégale sans aucun doute aussi, mais elle est passée. Et on en revient finalement à votre dernier livre, qui est sorti très récemment, Ligne de fuite, aux éditions de presse universitaire, je pense, et qui relate d'une certaine façon cette notion d'exil, ces notions d'exil plutôt qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, c'est-à-dire ceux qui sont partis en France, à l'étranger, et puis ceux qui sont restés cachés, comme Jacques Vasseur, une fois qu'il a rejoint le domicile de sa mère, donc à Lille. Voilà, c'est une façon aussi d'ouvrir un petit peu le débat, de quitter un peu l'Anjou, mais pas tant que ça, puisque Vasseur était une personne, comment dire, qui incarnait en fait la répression, peut-être à son maximum. Qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça ? Effectivement, donc le livre s'éloigne de l'Anjou, mais l'Anjou y est présente malgré tout, parce que de fait, il y a des Angevins, et on peut penser au
proviseurs d'un lycée d'Angers, par exemple, hein, qui se sont exilés à l'étranger, et en l'occurrence en Suisse, hein, où il a vécu près d'une dizaine d'années. Donc, par rapport à cela. Donc, il y a aussi, effectivement, donc, et c'est intéressant, car le livre que je propose offre effectivement une typologie de l'exil, hein, ou des exils. Donc, il y a l'exil à l'étranger, bon, qui est le plus connu, les gens qui ont gagné des pays plus ou moins lointains et pour des exils plus ou moins durables. Hein. On pense bien sûr à l'Espagne, à l'Italie, à la Suisse, etc., mais aussi à l'Argentine, au Canada, etc., ou au Pays de Galles ou à l'Irlande pour les Bretons, par exemple. J'en profite pour dire que vous avez écrit sur le Canada, notamment avec ce livre Vichy au Canada. Un travail énorme que vous avez pu faire sur le C'est là que j'ai testé site. C'est là que j'ai testé la méthode que j'ai appliquée ensuite dans l'autre livre. Donc, vous voyez, il y a aussi, si on cherchait bien, vous voyez, parmi les quelques centaines de Français réfugiés en Suisse, il y a au moins un Angevin, qui est là aussi célèbre un peu dans la mémoire collective angevine, hein, le proviseur du lycée d'Angers, mêlé à l'affaire, on le sait, de ses collègues du Belley, notamment par rapport à cela. Et puis il y a aussi la question de l'exil intérieur qui m'a beaucoup intéressé. Et là aussi, c'est une réalité qui a souvent été ignorée, y compris par l'historien de l'épuration que je suis. Alors non seulement il y a des cas exceptionnels sur lesquels on va revenir, des gens qui se sont cachés sous des fausses identités, qui ont parfois vécu reclus pendant des décennies, ce qui est le cas du fameux Jacques Vasseur dont on parlait tout à l'heure. Mais on ignore souvent une autre réalité pénale, elle, de la libération, c'est qu'effectivement la libération a aussi beaucoup prononcé une peine qui est, alors une qui existait déjà dans le code pénal depuis la fin 19e, qui est l'interdiction donc de séjour. Ça, c'est une vieille peine, si je puis dire. Mais la libération y a ajouté une autre, qui était l'interdiction de résidence. Et quand vous réfléchissez bien, c'est quoi l'interdiction de résidence ou l'interdiction de séjour, si ce n'est qu'une condamnation ipso facto à déménager et donc à une forme d'exil intérieur. Et d'ailleurs, ceux qui ont conçu, effectivement l'interdiction de résidence l'avaient bel et bien conçu comme une forme de bannissement intérieur. C'est comme ça qu'ils l'appelaient. Donc ça, je l'ai considéré aussi. Et en Anjou, vous voyez, c'est pas, j'ai recherché ce soir, pour ce soir les chiffres en Anjou, eh bien, ce sont quand même pas loin de 300 Angevins et Angevines, hein, qui sont condamnés à l'interdiction de séjour ou à l'interdiction de résidence, soit par la Cour de justice, soit par la Chambre civique. Donc vous voyez, eux aussi sont dans le livre, hein, puisque de fait, et à l'échelle française, pour ceux qui voudraient le chiffre, hein, j'en suis réduit à des estimations, parce que malheureusement, les historiens de l'épuration se sont peu intéressés à cette peine qu'ils ont longtemps considérée comme une sorte de peine annexe, de peine connexe. C'est comme la confiscation, etc. Bon, on s'intéresse aux peines de mort, aux réclusions, etc. Mais on s'arrêtait à l'indignité nationale, c'est-à-dire qu'on n'allait pas plus bas. L'indignité nationale, il y a aussi 500 effectivement Angevins et Angevines qui sont frappés d'indignité nationale au bas mot, parce que de fait, c'est parfois aussi une peine accessoire de d'autres condamnations en cours de justice par rapport à cela. Donc l'exil, vous voyez, il est présent. Si on parle de filières aussi, de filières d'exfiltration, par exemple, alors il n'y a pas de ratlines, comme le disent les services de renseignement alliés, qui passent par l'Anjou. Les routes des rats, hein, c'était le terme qu'on utilisait pour désigner ces chemins d'exfiltration que suivaient justement les collaborationnistes ou les criminels de guerre en Europe pour se cacher. Mais néanmoins, non loin de l'Anjou, on a quand même effectivement donc un épicentre quand même qu'on retrouvera dans de très très nombreuses affaires donc d'épuration et d'exfiltration assez solemnes. L'abbaye de Solesmes est clairement donc un haut lieu de passage. Donc on sait que Touvier d'ailleurs pour le coup aussi il séjournera par la suite, hein, mais bon donc là ce sera un autre sujet effectivement, la position de l'Église catholique qui est au niveau de la libération. Alors je dirais pas la position de l'Église, je dirais, parce que pas l'Église en tant qu'institution, je dirais d'homme d'Église, étant entendu que d'abord tous les cas de figure existent, hein, et qu'on peut avoir des abbayes. Moi, il y a une typologie possible, hein, par rapport à cela. Si vous prenez une abbaye comme l'abbaye d'Ancalcalte, par exemple, qui est près de Adourgne, hein, dans le Tarn, hein, c'est une abbaye qui finalement a accueilli de manière, j'allais dire, unilatérale et très équitable, aussi bien donc des juifs sous l'occupation, des militants communes, des communistes allemands, etc., et aussi beaucoup de collaborateurs. On accueillait son prochain. Beaucoup de miliciens. Mais par contre, il y a effectivement un certain nombre de lieux qui vont bien au-delà de la simple hospitalité monastique ou de la simple hospitalité religieuse. Et effectivement, donc là, je ne pense ne faire de grief et de procès à personne quand je dis que l'abbaye de Solesmes et un certain nombre de ses représentants font partie d'un système, y compris donc, d'exfiltration vers le Canada ou vers d'autres destinations par rapport à cela. Et puis il y a le cas effectivement des réclusions, et il y a le cas Vasseur, mais le cas Vasseur, je ne voudrais pas m'approprier le cas Vasseur alors que nous sommes au moins 3 dans la salle à avoir suivi les traces de Vasseur, et nous sommes réunis ce soir, c'est très bien. Benoît ici et notre collègue Hubertus Bialas, donc, qui est présent aussi dans la salle et qui nous a accompagnés dans cette grande aventure. Nous ne sommes pas transformés nous n'avons pas traqué les nazis, hein, mais nous avons
quand même suivi ses traces. Et c'est vrai que c'est une personnalité tout à fait impressionnante. Alors, on va faire une conférence sur Jacques Vasseur. Néanmoins, c'est vrai que c'est un personnage, comme je disais, emblématique, et Marc le disait aussi très bien, en ce sens que c'est un idéologue, c'est pas un opportuniste forcément, bien que les deux soient liés parfois. C'était une personne qui était une figure en fait dans l'inconscient collectif des Angevins, puisque beaucoup avaient eu maille à partir avec lui ou ses forces de répression du CIPO-SD, donc à Angers. Et les victimes, alors, malheureusement j'ai plus le nombre de victimes en tête, mais en tout cas l'acte d'accusation lors du procès faisait état de plusieurs centaines, voire de milliers, je sais plus. Oui, alors on peut... Bon, parce que le fait on vous parle de Vasseur comme si c'était quelqu'un qui vous est tous et toutes familier, il l'est, je pense, pour une partie d'entre vous, mais pas forcément. Donc juste résumer peut-être effectivement. Alors c'est un gestapiste pour parler sommairement. C'est un Français engagé donc au service de l'Allemagne, alors même et des services de répression allemands. On le voit d'ailleurs en photo par rapport à cela, posé fièrement avec eux sur ce dossier qui est issu d'un dossier donc publié par Benoît donc en 2014. Donc c'est un collaborationniste chevronné qui a eu le choix de faire autre chose. Hein. Je crois que là aussi, il faut que les choses soient dites. Hein. C'est un garçon très intelligent, très brillant, bilingue. C'est ce qu'il a. Donc voilà, il avait fait HEC. Enfin voilà, il a servi de traducteur. Hein, voilà, c'est pas un Lacombe Lucien. Voilà, je pense que c'est important aussi de le dire. C'est pas quelqu'un qui a basculé du mauvais côté parce qu'il a fait une mauvaise. Il a choisi, je pense, par rapport à ça. Et tout le reste de sa vie le prouvera par rapport à ça. Et ça me paraît important. Si on laisse de côté son itinéraire pendant la guerre, il se sauve avec les Allemands, bien évidemment, à la Libération. Il continue à commettre des crimes d'ailleurs tout le long de son chemin vers l'Allemagne avec ses inféodés par rapport à cela. Il se réfugie ensuite, et ça c'est important quand même de le dire parce que l'ironie de l'histoire, vous allez voir, est très cruelle par rapport à cela. Il se réfugie donc en Allemagne, comme à peu près 20 à 25 000 Français qui suivent dans les fourgons de l'ennemi, car le premier exil c'est le refuge allemand, hein, 20 à 25 000 Français et Françaises passent effectivement donc en Allemagne et il reste de l'été 44 au printemps 45 par rapport à cela. Il fait partie de cela. Lui, il est à Heidelberg par rapport à cela. Ensuite, on sait. Alors, il y a des doutes, hein, parce que bien sûr, retracer les exils, c'est retracer les itinéraires qui ne sont par définition clandestins. Néanmoins, on sait qu'il est rentré, vous voyez, dans un convoi justement de rapatriés. C'était assez simple de se fondre, de tenter de se fondre. Et lui, il rentre comme soi-disant Rocky. Il se présente comme un Rocky du STO. Il a changé d'identité, bien évidemment. Il s'appelle désormais Jean Delpierre. Lorsqu'il rentre, il rentre par Strasbourg. C'est comme ça qu'il rentre en France. Donc, on hésite juste sur la date. On ne sait pas très bien s'il est rentré en mai ou en juillet 45. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'il gagne très vite le domicile de sa mère. Là, vous voyez la photo du grenier chez sa mère, et donc il va vivre reclus sans jamais sortir a priori donc dans le grenier donc de sa mère de 1945 à 1962, date à laquelle il est arrêté un peu par hasard. Il y a des contrôles inopinés de la gendarmerie qui fait que ce jour-là il était moins prudent que les autres fois et que finalement il a été donc démasqué. Il est rejugé donc cette fois-ci. Il avait déjà été condamné à mort par contumace, vous l'imaginez bien vu ses états de service en 1945. Donc il est rejugé par la Cour de sûreté de l'État, recondamné à mort à nouveau en 1965. Il est gracié par De Gaulle, et il est gracié, et c'est là que son histoire tend à l'extraordinaire, encore une fois. Il est gracié notamment et en grande partie grâce à l'intervention de cette femme remarquable que vous voyez à l'écran, hein, qui est Noëlla Rouget, qui est ni plus ni moins que l'une de ses victimes, puisque donc, en fait, c'était la fiancée d'Adrien Tigeot. Adrien Tigeot qui a été exécuté par les Allemands, l'instituteur, hein, et elle-même a été déportée donc, à Ravensbrück. Et malgré tout, c'est elle qui se démène pour effectivement écrire à De Gaulle, écrire au procureur, etc. Alors, on ne sait pas si c'est elle toute seule qui a obtenu la grâce, bien sûr, si c'est elle qui a convaincu De Gaulle toute seule, mais elle a en tout cas, d'où ce titre de cet ouvrage aussi remarquable, hein, que je vous invite à découvrir, hein, La déportée qui a fait gracier son bourreau. Elle explique aussi combien, effectivement, ça a suscité l'incompréhension de beaucoup de ses camarades de déportation, hein, son geste. Elle, je pense qu'elle est sortie de sa guerre, vous voyez, contrairement, effectivement, à sa façon, elle a réussi à sortir de sa guerre, alors qu'effectivement, donc, c'est pas tout à fait le cas donc, de Jacques Vasseur, car si on continue et si on achève l'histoire, sa peine sera finalement ramenée à 20 ans par Pompidou. Il sera libéré sous François Mitterrand. Il fait partie des 3 derniers collaborateurs libérés, on l'ignore souvent, mais vous voyez, il y avait encore des collabos en prison quand Mitterrand est élu en 81. Hein, et donc les 3 derniers collaborateurs qui sortent de la centrale de Melun, eh bien, c'est Jacques Vasseur, c'est Barbier et Corsial. Ils ont tous les 3 en commun le même cursus. 3 gestapistes chevronnés qui ont effectivement des taux de répression à leur actif énormes, hein, par rapport à cela, qui ont tous vécu clandestinement dans la France libérée. Lui était le seul à être reclus, les autres ont vécu sous des fausses identités par rapport à cela. Ils sont tous rejugés
au même moment par la Cour de sûreté de l'État, tous graciés et leur peine commuée par Pompidou et tous libérés à peu près au même moment entre septembre ou octobre 1983. Et c'est là que l'ironie de l'histoire est quand même assez incroyable, car bien évidemment, que nous fait Jacques Vasseur lorsqu'il sort de prison? Et bien, Jacques Vasseur donc, repart à Heidelberg, car en prison, dans les années 70, il a épousé une Allemande, une bibliothécaire allemande, hein, et donc il s'installe à Heidelberg, là où il était réfugié en 1945. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant comme boucle par rapport à cela, où il rejoint donc sa femme Johanna, et grâce effectivement à la remarquable enquête menée in situ par Benoît et par Hubertus, enquête difficile par rapport à cela, on sait depuis, et c'était important parce que d'apporter un point final à cette histoire, il y avait quand même, moi quand j'ai fait ma thèse, hein, il y a des gens qui me certifiaient avoir croisé Vasseur. Il y a des gens qui me disaient, mais si, Vasseur est encore vivant, ce qui était vrai d'ailleurs au moment où j'ai fait ma thèse. Je ne pense pas qu'il ait pris le risque de revenir en France, mais il n'en demeure pas moins que c'est des gens qui avaient tellement été marqués par lui, qui me disaient qu'il l'avait revu en Anjou, que Vasseur était revenu en Anjou. Enfin, il y avait toute une, c'était vraiment un fantôme qui hantait la mémoire collective angevine, et il a fallu ce point final. Et cette enquête qui d'ailleurs, je me rappelle, et là Benoît pourrait en témoigner mieux que moi, le flot de coups de téléphone et d'articles que vous avez reçus après avoir publié l'acte officiel de décès. On sait qu'il est enterré effectivement dans un carré anonyme et qu'il est mort sans descendant le 7 février 2009 par rapport à cela. Voilà, on ne pouvait pas se permettre au journal de rester comme ça, lettre morte, une fois qu'on avait établi la date de son décès. Et c'est vrai que beaucoup d'Angevins et d'Angevines se sont manifestés par la suite auprès de nous pour apporter soit un témoignage, soit des documents de dernier instant, on va dire, des personnes âgées ou des descendants de ces personnes-là. Ça a suscité beaucoup de réactions. Donc... C'est un personnage tellement hors norme, vous voyez que c'est pas si fréquent que ça, c'est qu'effectivement il a été aussi un personnage de roman, et de fait en 2020, Dominique Jamais, qui est lui-même un fils d'épuré d'ailleurs, qui a écrit beaucoup sur son père Claude Jamais, a publié donc un ouvrage intitulé Un traître. Alors c'est un roman, mais c'est clairement le roman de Jacques Vasseur, un roman donc effectivement étonnant sur un personnage qui le plus glaçant du personnage, c'est effectivement pour avoir beaucoup compagnonné avec lui, un peu de bon gré, mal gré, n'a jamais exprimé, à ma connaissance, je n'étais pas dans sa tête, etc., mais de tout ce qu'on peut lire de lui, et pourtant Dieu sait, son dossier de Cour de sûreté de l'État lui donne aussi la parole à de nombreuses reprises. Il aura aussi la parole pendant son procès, vous l'imaginez bien. Il n'a jamais vraiment exprimé ni remords, ni regrets, et ça c'est quelque chose, c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure qu'effectivement, pour lui, cette longue réclusion, dont Noëlla Rouget avait pensé qu'elle aurait pu être source de rédemption pour lui, et bien finalement n'a été selon moi qu'une longue fuite face à ses responsabilités par rapport à cela. Et c'est d'ailleurs une des conclusions les plus déprimantes aussi de mon livre sur l'exil des collaborateurs, dans le sens où je constate, alors sous réserve bien sûr de celles et ceux qui ont laissé des traces dans les archives, force est de constater que, sauf très très rare exception, ces gens n'expriment jamais ni regret ni remords, et au contraire constituent dans ces pays tiers des microcosmes avec leurs collègues d'ailleurs fascistes italiens, nazis allemands, se reconstituent des microcosmes néo-fascistes, néo-nazis, et très vite révisionnistes aussi, ce qui est tout à fait étonnant aussi. Pour revenir aux archives, il y a une dernière phrase aussi qui est tirée de l'épilogue de votre livre, qui est tout simple, qui dit « La justice passe, mais le passé demeure ». Donc je voulais conclure là-dessus, si c'est possible en tout cas. Et puis surtout, vous dire combien ça a été... on vous remercie d'être là, bien sûr, et combien c'est important pour nous d'essayer de transmettre autant que faire se peut cette mémoire de l'Anjou en 1945. Et enfin, vous rappeler une dernière fois, bien sûr, si vous ne l'avez toujours pas compris, que le livre de Marc est donc possiblement on peut le découvrir à l'issue de cette rencontre. On vous laisse donner du temps aussi pour vous laisser les personnes s'exprimer. Donc si c'est le cas, je pense qu'il y a peut-être un micro qui peut circuler. Ce sera un des deux, ce sera le mien, puisque c'est pas moi qui vais répondre. On a presque respecté l'heure. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Et je crois qu'on peut les applaudir. Cet échange était vraiment passionnant. Merci vraiment à tous les deux. Et puis, je crois que ça va susciter quelques questions ou réactions dans le public. Donc, n'hésitez pas à vous présenter à dire votre nom
quand vous posez votre question. Merci. Bonjour, Monsieur Landry. Je voulais vous poser comme question le positionnement de l'Anjou par rapport aux départements, j'allais dire limitrophes, parce que je pense quand même que les phénomènes de libération sont liés à la situation géographique. J'allais dire, plus on part de l'ouest et on va vers l'est, je pense que c'était difficile. Les taux de résistance et ainsi de suite, est-ce que c'est atypique, totalement atypique, ou c'est plutôt un phénomène commun dans l'ouest ? Alors, ça dépend de la définition qu'on donne de l'Ouest, bien évidemment. Si on en reste à la région ligérienne, qui était celle de Debré d'ailleurs, c'est plutôt effectivement on est plutôt dans la norme régionale, même s'il y a eu, par exemple, là pour prendre la Loire inférieure, telle qu'on l'appelait à l'époque, là une résistance donc armée, Loire-Atlantique aujourd'hui. Il y a eu une résistance armée donc beaucoup plus importante à Nantes, Saint-Nazaire notamment, donc autour des FTP notamment. Là, il y a eu une résistance beaucoup plus. Donc voilà, on peut pas forcément totalement comparer, mais ce serait assez, pour vous répondre malgré tout, assez voisin. Et quand on reprend, vous voyez, les départements avec lesquels l'Anjou ferait par rapport au taux de carte CVR, par exemple, on est assez voisin de la Mayenne, assez voisin de la Vendée, on est assez voisin aussi de la Manche, par exemple, voilà, pour prendre quelques départements donc de l'Ouest. Après, il y a des foyers de très forte résistance armée en Bretagne, par exemple, et avec d'ailleurs d'autres conséquences qui font que, par exemple, le taux d'exécution sommaire, par exemple, en Bretagne est beaucoup plus élevé, sans commune mesure avec ce qu'on a connu en Anjou. Des départements comme les Côtes du Nord, par exemple, ou le Morbihan, figurent dans le top 10 des départements français qui ont enregistré le plus grand nombre d'exécutions sommaires. Il y a près de 600 exécutions sommaires en Bretagne à la Libération. Donc là, on est dans une autre réalité, mais parce qu'il y a une vraie confrontation. C'est une logique de guerre aussi entre des factions donc de résistance armée et puis les occupants et leurs inféodés aussi, comme le BZN-Perotte ou les groupes d'action du PPF qui sévissaient aussi d'ailleurs en Anjou. Et l'un des chefs du groupe d'action du PPF, d'ailleurs angevin, un dentiste donc angevin, est condamné à mort et exécuté donc en Anjou, donc à la Libération. D'autres questions ? J'arrive. Merci. Jean-Gaël Cesbron du Souvenir français. Comment s'est passé le retour des travailleuses volontaires françaises, dont je rappelle qu'elles ont été 80 000, donc il y en a certainement eu 800 ou voire 1000 en Anjou. Comment s'est passée l'épuration à leur retour ? Alors je ne sais pas s'il faut cibler, d'ailleurs c'est curieux comme question, mais je ne sais pas s'il faut cibler spécialement les travailleuses, d'abord parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup plus de travailleuses volontaires que, par exemple, si on fait référence aux travailleuses de chez Bessonneau par exemple, pour moi elles sont tous sauf volontaires, elles partent à un moment où, et donc de fait moi je mêlerais travailleurs et travailleuses volontaires, ça se passe mal pour eux en général, il faut bien reconnaître que, je vous parlais tout à l'heure de l'exemple du Tremblay, c'est une des grandes activités, effectivement, enfin quand activité, j'en parle de manière un petit peu triviale, mais il est vrai que là aussi je dois avoir un rapport car l'historien se nourrit d'archives toujours et c'est important, mais quand je disais effectivement, quand je parlais de l'onde de choc tout à l'heure, à la gare, je vous lis un rapport, là c'est un rapport de gendarmerie de mémoire qui date du 14 juin 1945, accompagné du commandant de gendarmerie donc, sur l'état d'esprit de la population angevine, et il nous dit, ça répond à votre question, donc à chaque arrivée de train, il parle de la gare d'Angers, à chaque arrivée de train, la population s'applique à les repérer. Il parle justement des travailleurs et travailleuses volontaires, s'applique donc à les repérer parmi les prisonniers déportés et requis. Et lorsqu'elle en découvre un, elle le hue et pousse des cris à mort au poteau. Bien souvent, la police doit intervenir pour les protéger. Donc effectivement, ces personnes ont été donc ciblées plus particulièrement, et ensuite sont tombées sous le coup souvent alors pas de condamnation en cours de justice, mais souvent de condamnation en chambre civique. C'est souvent cela qui leur a été donc, alors, sauf si d'autres griefs pouvaient leur être reprochés, c'est-à-dire s'ils étaient suspectés par ailleurs de dénonciation, etc. Mais de fait, ils sont repérés. Je ne pense pas, pour être tout à fait honnête, qu'il y en avait, donc il y a environ 5000 travailleurs en Allemagne, angevins et angevines, travailleurs et travailleuses en Allemagne en 1945.
votre taux de 1000 me paraît beaucoup trop élevé. Je pense que c'est principalement quand même des requis et sans doute quelques centaines effectivement de travailleurs volontaires, mais sans doute moins. Mais voilà, il faudrait vérifier. Et de toute façon, ce travail du STO comme des... Alors sauf si ça a été fait depuis mon départ de l'Anjou, mais je pense que ça mériterait un beau mémoire de maîtrise ou un beau mémoire de master. C'est comme les réquisitions, voilà, pour justement établir la réalité des choses, un peu comme on l'a fait pour les déportés. Mais oui, ils sont clairement en tout cas suspectés par rapport à cela. Mais encore une fois, il faudrait faire la part du feu, hein, parce que de fait, après-guerre, et d'ailleurs des cadres de Bessonneau seront inquiétés pour cela, les fameuses travailleuses de Bessonneau qui partent soi-disant volontairement en Allemagne ne sont pas parties volontairement en Allemagne et de fait elles sont parties à une date où on peut penser qu'elles y vont volontairement parce que de fait il n'y a pas à ce moment-là de contraintes objectives type STO pour le faire, mais la réalité, les archives le montrent, est tout autre par rapport à cela. Juste une question, Marc, je m'en parle du micro, mais vous dites qu'il reste des angles morts historiographiques encore à découvrir, peut-être des terrains incognita par rapport à l'étude. Vous en avez été l'un des principaux mercenaires, mais qu'est-ce qui pourrait rester encore à chercher par rapport à l'histoire des années noires en Anjou ? En Anjou, je pense que, alors je crois, je vais faire du teasing, mais je crois qu'il y a après le cadre de ceci, une conférence à venir sur les archives. Alors, un atelier méthodologique sur les archives de la préfecture 1944-1945 pour évoquer justement cette période. Et c'est sur inscription, donc n'hésitez pas à... Merci pour le teasing. Non, mais... C'est difficile de savoir ce qui resterait en Anjou. Il reste beaucoup. Je me rappelle qu'effectivement, il y a la dimension du manière générale économique et sociale rebute beaucoup les historiens et les étudiants aussi et étudiantes par rapport à ça. Mais même quand on a fait le livre sur la distance, on s'est rendu compte que nous, on avait effleuré beaucoup de choses sans pouvoir vraiment toujours creuser. La place des femmes, par exemple, mériterait d'être amplement aussi soulignée. Elles sont, en plus, dans notre corpus, elles représentaient 18%, 20% quasiment, ce qui est un taux beaucoup plus élevé que la moyenne nationale où elles sont généralement l'étiage de la participation, qui n'est pas la participation réelle, je le dis d'emblée, mais qui est la participation reconnue ou admise, c'est 12 à 15%. Elles sont aussi assez nombreuses parmi les déportés, ça me frappe. Et d'ailleurs, le retour des déportés de Ravensbrück, et notamment les retours des 3 collègues de Dubélé en avril 1945, nourrit pour partie un des articles que je vous ai très rapidement montré tout à l'heure sans vraiment vous le lire. Donc, par rapport à cela, ça doit être Madame James, Le Tourneau et Cimier, voilà, les 3 qui rentrent. Donc, ça, c'est une dimension importante. Après, moi, l'une des curiosités que j'ai en tant qu'historien par rapport à cela, et qui est d'ailleurs une des ouvertures du livre aussi, parce que ce serait effectivement je serais curieux de voir, si vraiment je veux pousser la logique de mon objet depuis jusqu'au bout, je serais curieux de voir, c'est une façon de répondre aussi à la notion de sortie de guerre, justement, la façon dont la mémoire de la collaboration dans les familles qui ont été concernées, et elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on l'imagine, la collaboration en France, contrairement à ce qu'on le pense, ça n'a pas et à ce qu'a pu vouloir entretenir un certain discours gaulliste, rejoint en cela par les communistes d'ailleurs en certaines mesures, ça n'a pas été qu'une poignée de misérables, pour reprendre une expression du général de Gaulle, ou alors c'était une grosse poignée, parce qu'en fait ce sont des centaines et des centaines de milliers de Français et de Françaises qui à un moment ou à un autre ont été concernés. Il ne s'agit pas de dire que tous les Français et Françaises ont été collabos, mais en tout cas ça a été un phénomène de masse. Aujourd'hui tous les historiens de l'épuration et historiens de l'épuration s'entendent à reconnaître que c'est au moins 500 000 Français et Françaises qui ont été frappés d'une façon ou d'une autre par l'épuration, donc ça fait quand même déjà une proportion qui est loin d'être négligeable, c'est un phénomène social significatif. Et donc, fort de cela, je serais intéressé à voir, puisque j'utilise beaucoup dans mon dernier livre, la littérature au témoignage, la façon dont ça s'est transmis dans les familles. Car aujourd'hui, on voit de plus en plus d'enfants ou de petits-enfants de ces familles prendre un peu comme l'avait fait Marie Chaix dans les années 70. Elle a été une pionnière à ce moment-là, la sœur d'Anne Sylvestre, la chanteuse, par rapport à cela. Et donc, voilà, c'est quoi d'avoir vécu dans la société d'après-guerre en tant qu'enfant, justement, de la collaboration, de l'épuration, etc. Comment on voit que récemment, toute une série, je pense à Sorge Chalandon, qui a écrit sur son père, justement, le roman de Sorge Chalandon, Enfant de salaud. Je pense à ma collègue Cécile
Cécile Desprairies, qui vient de sortir un roman qui s'appelle La propagandiste, mais voilà, elle a choisi le roman pour prendre la distance, mais c'est clairement l'histoire de sa mère, et c'est une collègue qui est spécialiste d'histoire de Vichy par ailleurs, une prof d'histoire contemporaine aussi, donc voilà, il y a quelque chose qui m'interroge par rapport à cela, un petit peu sur la façon dont certains des pays voisins l'ont fait. Ça a été engagé en Allemagne, hein, sur le mode Papy n'était pas nazi, c'est le titre de l'ouvrage, et ça a été fait aussi en Belgique aussi, par rapport de la même façon. C'est un petit peu aussi le travail qu'a engagé ma collègue Raphaël Branche sur la guerre d'Algérie, son dernier ouvrage intitulé Papa, qu'as-tu fait pendant la guerre d'Algérie. Donc voilà, donc quelque part, vous voyez, ça serait une perspective qui m'intéresserait, donc dans les années qui viennent. Effectivement, il reste encore plein de champs à découvrir. Monsieur. C'est une question un petit peu particulière. Je suis tombé récemment sur des papiers qu'on m'a confiés. Quelqu'un qui était interné administratif pour marché noir et qui, du coup, a revié au camp à côté de Poitiers, là, ne fait pas ces 3 mois comme convenu, se retrouve en Allemagne. Et les enfants, petits-enfants, me disent il est parti en Allemagne. J'ai dit mais quoi? Et alors, au vu des papiers qu'ils m'ont confiés, il a signé un acte de travailleur volontaire sous la pression. Puisque apparemment les directives de 42 disaient tout celui qui veut signer pour aller travailler en Allemagne, on efface son... voilà. Donc il est parti, il a travaillé donc, dans les Sudètes, là, chez Caténin. Il est rentré, je pense, dans un état d'esprit que j'essaie d'imaginer, mais j'ai beaucoup de mal. Il est rentré dans le flux, comme vous dites là, en se faisant passer pour un déporté politique. Il a eu sa carte de déporté politique dans le tri qui s'est fait. Il n'y avait plus de papier, sauf qu'il en avait, puisque je les ai vus. Il avait sa carte de travailleur en Allemagne, etc., son salaire et ses cotisations. Mais arrivé en France, donc, il touche son tabac, les fringues, je ne sais plus, 2000 francs à l'époque. Et puis il dit trop rien, sauf qu'en 1946, il doit essayer de constituer un dossier, et ma mère qui était dans les commissions à ce moment-là, a dit quand même, il ne faut pas exagérer, pour passer comme déporté politique et avoir une pension. Et alors sa carte est violemment tamponnée, et je trouve qu'ils lui ont fait un gros cadeau, et marqué travailleur STO. C'est-à-dire qu'ils l'ont blanchi. Alors quand j'entends ces enfants dire, il y a des gens qui ont dit, t'es STO, t'as le droit à la retraite. Je dis non, il n'a jamais voulu. Mais je comprends un peu qu'il ait refusé de passer pour un STO, alors qu'en fait, il était, lui, au départ, voilà, l'enchaînement, c'est marché noir. Alors la question que je me posais, c'est combien de prisonniers ont cédé à ça, sur des peines, on va dire, administratives, marché noir ou trafic, pour devenir des travailleurs volontaires, du coup. Il y a bien dû en avoir quelques-uns qui ont signé comme lui, et puis avec... Ça, je pourrais pas vous le confier. Moi, j'ai mis du temps avant de... Non, mais ça révèle, ce que vous dites, par contre, révèle la dimension extraordinaire de toute une série d'itinéraires. Et ça, c'est tout à fait impressionnant. Alors, donc, je précise, il était internement administratif, d'ailleurs fonctionnant aussi à Libération, hein, donc sous décision préfectorale. Hein, c'est une sorte de privation de liberté, mais qui n'est pas sans jugement. Hein, c'est l'autorité préfectorale qui le décide. Donc oui, ça, c'est un cheminement. Il a essayé de vivre en clandestin aussi un peu, si j'ai bien compris, en France par rapport à cela. Oui, c'est plutôt recommandé par rapport à cela. Mais je parlais tout à l'heure dans le trio de choc, là, malheureusement, de nos 3 derniers libérés de 1983. Il y a bien sûr le Vasseur dont on a parlé, mais il y a aussi Barbier qui a exactement le même profil que lui, sauf qu'il est de Grenoble, hein, qui lui est un gestampiste grenoblois, né, je crois, pareil qu'en 1920, comme c'est le même âge, même catégorie d'âge. Et Barbier, c'est incroyable. J'en parle aussi beaucoup dans mon ouvrage. C'est même assez invraisemblable, puisque de fait, moi, j'ai même cru que c'était un homonyme à un moment donné. Barbier donc s'enfuit bien sûr avec les Allemands après avoir pillé d'ailleurs les coffres de la Banque de France à Grenoble. C'est son trésor de guerre, c'est ce qui va lui attirer des ennuis d'ailleurs pour le coup, puisqu'il se réfugie en Allemagne. Puis en Allemagne, comme beaucoup de collabos, quand l'Allemagne subit les assauts des Alliés, il gagne l'Italie du Nord, hein, et là vraiment la souricière, ça va être la région de Bolzano, le Haut-Adige, etc. Là c'est un véritable nid de collabos français, de Croats, des Oustachis,
les fascistes italiens, les nazis. Enfin, c'est assez impressionnant de voir tout ce petit monde qui est dans une sorte de souricière, qui ensuite va essayer de s'échapper donc ailleurs. Lui, il est là. On ne sait pas trop pourquoi, mais il frappe. Voilà, il se trouve qu'il frappe un officier allemand. Peut-être justement en raison de ce trésor. Il y avait un différend entre eux pour ce trésor de guerre qu'il avait embarqué avec lui. Toujours est-il qu'il se retrouve déporté à Mauthausen. Et effectivement, donc l'étude de la collègue on a une collègue qui a fait une étude sur les 7000 Français et Françaises déportés à Mauthausen. Je regarde la liste, je vois son nom et son prénom, je me dis c'est l'homonymie parfaite. Et c'est pas que l'homonymie qui est parfaite, hein, ce gars a été déporté à Mauthausen. Il finit par être libéré de Mauthausen. Il se fait, on ne sait pas très bien comment, il se fait oublier lui aussi. Il est signalé par les services français en Italie. Et puis, il va être arrêté par le plus grand des hasards, là aussi, finalement, à Marseille, où il vit, dans les années 60, où il vit, lui, sous une fausse identité. Voilà, c'est difficile d'élever des ados, hein, surtout quand c'est pas les siens, pour le coup. Et il se trouve que voilà, sa nouvelle épouse a une ado qui fait une fugue, et avec laquelle il s'entend vivement pas très bien. Et donc, quand les gendarmes arrêtent la fameuse ado, elle dit que le monsieur avec qui vit sa mère ne s'appelle pas comme il dit s'appeler, et qu'il a peur des gendarmes. Et de fait, c'est comme ça que Barbier est arrêté. Mais sa veuve fera une demande, c'est pour ça que ça fait écho à ce que vous dites. Sa veuve, j'allais dire, osera. Alors, bon, je pense qu'elle connaissait quand même, pour le coup, l'histoire, ou alors vraiment, il avait bien caché son jeu, mais je pense qu'elle ne pouvait plus, elle devait la connaître. Mais dans les années 80-90, hein, Adeline Lee, qui a fait cette thèse sur les Français de Mauthausen, donne la pièce. Elle écrira pour essayer de demander, elle aussi, une reconnaissance, et on lui dira que quand on a effectivement, quand on est face à un individu qui a été condamné par la Cour de sûreté de l'État pour crime, etc., on ne pouvait rien réclamer de particulier, donc c'était bien le même homme. Donc c'est pour vous dire que, vous voyez, on peut très bien avoir été un gestapiste et avoir fini aussi à Mauthausen, et lui aurait pu authentiquement rentrer par des convois de déportés parce qu'il était vraiment déporté. C'est ça qui est quand même tout à fait impressionnant par rapport à ça. Mais ça, c'est des itinéraires tout à fait incroyables. C'est pour ça que je commence mon livre en disant que c'est comme l'histoire, quand l'histoire s'écrit comme un roman, parce que de fait, ça a été aussi, et ça reste d'ailleurs, il y a un potentiel romanesque dans ces histoires tout à fait impressionnant, et qui a d'ailleurs beaucoup fasciné et les journalistes d'investigation d'abord, et les romanciers par ailleurs. Et qui fascine encore, oui, c'est vrai. Une autre question ? Ah. Oui, monsieur. Je voudrais savoir comment la parole des déportés a été reçue par la population angevine. À leur retour, comment les gens ont appris ce qui s'était passé dans les camps et tout ça. Est-ce qu'il y a eu tout de suite une compréhension de ce qui s'était passé, ou bien les gens ont préféré, hélas, fermer les yeux, quoi, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas s'ils ont préféré fermer les yeux, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Le schéma qui apparaît, c'est clairement que les déportés ont beaucoup parlé. Ça m'a quand même beaucoup frappé quand j'avais... Et en tout cas, les Angevins et les Angevines ne pouvaient pas ignorer, et la presse a fait son boulot aussi. Je crois d'ailleurs que c'est Pascal qui avait Tellier, dans le présent, c'est de ça aussi, en tant qu'archiviste, qui avait fait une recension du nombre d'articles publiés sur le... Donc voilà, on peut avoir effectivement... Il y a beaucoup d'informations disponibles. Et donc, de fait, ils ont beaucoup parlé. Je pense qu'on les a écoutés poliment dans un premier temps, etc. Mais ils ne se sont pas sentis écoutés. C'est pour ça que je parle d'incommunicabilité. Ils ne se sont pas sentis écoutés. C'est difficile de comprendre pourquoi. Parfois eux-mêmes, je pense, ne pouvaient pas non plus raconter exactement tout ce qu'ils avaient vécu aussi, parce que de fait, c'était au-delà de ce que l'esprit humain peut peut-être imaginer. Donc il y a sûrement ça qui joue par rapport à cela. Mais donc voilà, il y a effectivement eu ce processus d'incommunicabilité qui s'est très vite instauré, qui fait qu'ils ont fini par se taire. Par contre, ça, c'est bien établi, et qu'ils n'ont repris la parole. Et ça, c'est là que l'idée reçue rejoint la réalité, car on dit souvent ils n'ont pas parlé, et finalement ils n'ont pas parlé à leurs enfants, mais ils n'ont pas parlé tout de suite, mais ils ont parlé ensuite à leurs enfants et leurs petits-enfants dans les années 60-70. Cette partie de la chronologie est vraie, mais on oublie cette séquence quand même qui est très forte. Et là, je dirige un mémoire de master en ce moment d'une étudiante de Rennes 2 qui travaille sur l'objet justement du retour des déportés dans la Manche.
Et elle établit exactement le même schéma, hein, et elle montre bien, effectivement. Donc, alors, sauf qu'effectivement, dans la Manche, vous voyez, les choses, qui est un département beaucoup plus meurtri encore que le nôtre, notamment en termes de destruction, etc., on a parfois tendance à alors, on ne leur répond pas comme cela, de manière aussi abrupte que je vais le dire, mais quelque part, ça participe de la dynamique dont je veux parler, c'est qu'effectivement, sur le mode, nous aussi, on a beaucoup souffert. Voilà, quand vous arrivez dans des villes qui sont détruites à 75% ou à 100%, effectivement, donc oui, vous portez une souffrance, mais nous aussi on a souffert. Enfin, donc il y a une sorte de voilà, et c'est dans ce sens-là qu'à un moment donné le courant n'est pas passé finalement. Marc, une question. Il y a aussi quand même la constitution d'associations de déportés, enfin de fédérations, d'offices. Comment ça se met en place, comment ça se fédère dans le Maine-et-Loire, à partir de quand finalement? Alors là, c'est quasiment une colle, parce que j'ai pas beaucoup travaillé là-dessus. Ça se met en place assez vite, malgré tout, puisque de mémoire, je crois même que le COSOR, c'est quelque chose qui existe dès l'année 44, avant même la fin les premiers comités de secours, etc. Après, pour ce qui est donc des organisations donc plus mémorielles ou associatives, là, elles se mettent en place, les amicales se mettent en place assez rapidement après-guerre, mais je ne pourrais pas donner une chronologie, mais c'est assez rapide malgré tout. Mais s'il y a des réponses plus précises que la mienne dans la salle, il faut... Attendez, Pascal. J'arrive avec le micro pour que tout le monde puisse bien entendre. Oui, bien entendre. La Pascal réponse. Tellier, archiviste des archives départementales de Maine-et-Loire. Le dépôt des statuts, c'est dès 1945. C'est un peu comme les prisonniers de guerre. Ils se fédèrent assez rapidement pour des questions de statut. La reconnaissance, et puis après, la reconnaissance de leur souffrance, essayer d'avoir des aides aussi d'un point de vue médical. Pour avoir étudié les prisonniers de guerre, alors la parole du prisonnier de guerre, eux, ils sont un peu, ils font un espèce de complexe parce qu'ils ont quand même perdu la guerre, donc c'est un petit peu difficile. Alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui vont parler sans forcément être écoutés et entendus par leurs proches. Et puis il y a d'autres qui vont se muer dans une sorte de mutisme. Et très symboliquement, ils vont souvent, pour certains, détruire tout ce qui rappelle la période de leur captivité pour tourner la page. Et ce qui est intéressant aussi, on n'a pas forcément évoqué, c'est la réinsertion. Voilà, je parle des prisonniers de guerre. Le prisonnier de guerre qui revient dans... Alors, il y a différents cas de figure. Il y a ceux qui sont mariés et qui ont des enfants. Donc, quand ils reviennent, les enfants, on les considère comme des inconnus, comme des gens... Voilà. Parce que quand vous revenez, que l'enfant a 6-7 ans, donc c'est un peu difficile. Et il y a le cas aussi, j'ai un exemple concret de quelqu'un qui est né en 1931, donc quand le père revient, il est à 14 ans, et il faut préciser que les deux parents sont enseignants. Et le père va faire des reproches à sa femme en disant que sa femme n'a pas bien élevé leur enfant. Il y a le problème de l'homme aussi pour retrouver sa place, que la femme, par la force des choses, a dû faire face au quotidien. Donc il y a tous ces problèmes qui se posent. Donc il y a des gens qui reviennent, on parle aux déportés, mais aussi les requis du STO et les prisonniers qui reviennent dans des conditions, souvent certains ont été meurtris dans leur chair et aussi marqués psychiquement aussi par cette épreuve. Et certains vont mourir assez rapidement parce qu'ils ne se sont jamais remis de cette période de la captivité, que ce soit en camp de prisonniers ou que ce soit dans les camps. Mais c'est vrai que pour prolonger la réponse à la question précédente, ces flux de rapatriés, moi ce qui me frappe, c'est que pour des raisons très diverses, finalement, globalement, au-delà de la joie des retrouvailles, bien sûr, on imagine bien dans les familles, même si c'est difficile parfois de refaire famille, de refaire couple, de refaire... parce que la séparation a été parfois très très longue pour les prisonniers de guerre, y compris aussi pour les déportés, et puis parce que c'est pas forcément le même homme ou la même femme qui rentre, bien évidemment, et que celle ou celui qui est attendu n'est plus forcément non plus le même. Donc tout ça, c'est un élément
c'est pour ça que je parlais de sortir de la guerre, ça relève de l'intime aussi, beaucoup pour moi. Mais c'est surtout pour des raisons très diverses. Dans les trois cas, c'est une rencontre qui n'a pas lieu. C'est des mémoires empêchées, des mémoires contrariées. Parce qu'elle a très bien dit, il faut bien reconnaître que l'armée de 40, même si elle s'est battue, contrairement là aussi à plein d'idées reçues, l'armée de 40 s'est battue, plus qu'on ne l'a dit. C'est pas que la 7e compagnie non plus, hein, l'armée de 40, hein, je crois que ça va mieux en le disant quand même pour le coup. Donc, mais parce que voilà, mais c'est une armée vaincue quand même. Donc c'est une armée vaincue quand même, y compris par rapport à la mémoire de la Grande Guerre. C'est pas l'armée victorieuse et c'est pas du tout auréolé de la même gloire que les poilus de 14, hein, pas du tout. Donc ça, c'est pas simple. Pour la raison aussi, ça me permet de faire le lien avec la question qui m'a été posée tout à l'heure. L'identité des travailleurs, elle est quand même, vous voyez, souvent considérée comme un peu suspecte, hein, entre les volontaires, les requis qui auraient pu se soustraire, qui auraient dû se soustraire, parce qu'on reproche aussi aux requis finalement de se dire, mais finalement, il y a un taux de réfractaire qui a été énorme, mais c'est vrai, le taux de réfractaire en France, au fil du temps, est devenu énorme, même s'il y a 650 000 Français et Françaises qui sont partis, le taux de réfractaire est presque des 2/3 dans beaucoup de départements, par rapport entre ceux qui sont appelés et ceux qui partent véritablement. Donc voilà, ceux qui sont partis, même s'ils ont été requis, on peut leur dire, mais pourquoi t'as pas fait comme ton voisin, t'es quand même bien bête qui lui n'est pas parti. Enfin, vous voyez bien. Et alors, je parle même pas des volontaires. Donc là aussi, une mémoire empêchée. Ils finiront même par perdre le droit de s'appeler déportés, hein, parce que à la Libération, ils s'appellent encore déportés du travail, mais de fait, les autres déportés qui se considèrent comme les vrais déportés, à juste titre, hein, voilà, ça sera tranché par les tribunaux. Donc le STO les STO perdront le droit de se faire appeler déportés, donc là aussi une mémoire très contrariée. Et puis les déportés eux-mêmes, alors les ratios on n'en parle pas dans un premier temps, c'est les grands oubliés de l'histoire, il faut bien reconnaître, donc voilà, c'est les invisibles, on n'en parle pas, donc il faudra attendre les décennies des années 60, 70, 80 pour qu'on en parle beaucoup plus qu'à l'époque, mais à l'époque pas du tout. Et quant aux politiques, ça répondait à la question qui a été posée, là aussi ça a été difficile. Il faut reconnaître que pour les autorités aussi, c'était compliqué. Les autorités, c'est pour ça que je rebondis aussi sur la question, les autorités n'ont pas elles n'ont qu'une seule expérience de retour massif de rapatriés, c'est celle de la Grande Guerre, et c'est celle de prisonniers de guerre, justement. Donc finalement, il faut savoir que l'accueil de ces rapatriés, il a été formaté pour accueillir des prisonniers de guerre. Pas du tout pour accueillir des déportés, dont on ignorait l'état de délabrement psychique et physique, etc. Donc après, bien sûr, on va rattraper le coup. Et je vous ai montré tout à l'heure, le préfet lui-même fait un communiqué pour dire mais accueillez mieux ceux qui ont le plus souffert, ce sont les déportés politiques, etc. Mais dans un premier temps, quand on se penche sur les services préfectoraux des PDR, prisonniers déportés rapatriés, hein, qui finalement a été créé pour justement accueillir ce flux de population qui rentrait, qui était quand même un flux massif. Hein. On en joue entre les premiers rentrent au mois de mars et les derniers en décembre. Ce sont quand même plus de 17 000 Angevins et Angevines qui rentrent. C'est énorme, hein, d'accueillir cette population. Et bien donc dans un premier temps, c'était formaté pour accueillir les prisonniers de guerre, parce que ça on savait faire, les autorités savaient faire. Mais accueillir des déportés, prévoir tous les soins, et bien sûr aussi, alors bien sûr souvent ils étaient déjà passés par Paris, heureusement d'ailleurs pour eux, pour le coup, ils avaient déjà été pris en charge, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, plus ou moins, et donc ça c'est une dimension aussi qui est importante, hein, c'est que le prisonnier de guerre finalement est quand même, et même dans l'opinion, moi il avait une aura parfois malgré tout supérieure aux déportés dont on connaissait pas bien en fait ce qu'il était et ce qu'il représentait par rapport à cela. On parlait des choix électoraux par exemple, les prisonniers de guerre souvent étaient élus aussi donc aux élections par exemple municipales. Bien que prisonniers, oui, parce que certains étaient encore prisonniers, mais ils figuraient sur les listes qui se présentaient au scrutin du mois d'avril-mai 45. Bah oui, sauf erreur de ma part, je crois qu'un bac est élu, bac est élu à Angers au municipal alors qu'il est mort en déportation. Oui, oui. Donc voilà, il est élu en son absence et. Peut-être une dernière question, si on a le temps encore. Non, ça va? Ah si, monsieur. Ce sera une question courte, c'est juste la publication de Noléa Rouget par rapport à vos découvertes sur le fait que vous l'avez retrouvé et que vous savez qu'il est décédé en 2009 à Heidelberg. À quelle époque
elle a publié son livre? C'est pas elle qui a publié, hein, donc c'est un ouvrage de 2008. Donc à ce moment-là, on n'avait pas établi effectivement, et je ne sais pas si elle savait que moi, elle m'avait contacté, bien sûr. Enfin, bien sûr, elle m'avait contacté en tout cas pour savoir un petit peu le travail qu'on avait pu entreprendre. Longtemps, j'ai considéré qu'il y avait une sorte de syndrome de Stockholm, moi, qui me dérangeait un petit peu. Pour autant, j'accorde tout à fait crédit à ce que vous avez dit sur sa démarche. Finalement, elle était sortie de la guerre. Et c'est sans doute un apaisement quelque part. Oui, puis je crois qu'il faut pas, alors là il faut pas non plus évacuer la foi. Hein, je pense que parce que de fait, c'est une dimension importante chez elle. Il y a des convictions religieuses ancrées. Je pense que ça jouait aussi dans sa démarche par rapport à cela. Elle n'a pas été récompensée de ses efforts du tout. Hein. Là, il faut quand même. Non, mais le cynisme de cet homme, on n'est pas là pour charger les morts, hein, mais parce que Jacques Vasseur a correspondu, parce que voilà, elle a été très loin effectivement. Alors, je sais pas si on peut parler de syndrome de Stockholm. Là, je serais moins d'accord avec vous, mais bon, mais peu importe. Mais en tout cas, elle a correspondu avec lui et avec son épouse Johanna, donc la fameuse bibliothécaire d'Heidelberg, jusqu'en 1983. Donc, et du jour où il a été libéré, il n'a plus jamais répondu à ses lettres. Il a coupé les ponts avec elle, donc du jour où il est sorti de Melun, elle n'a plus entendu parler de lui, il n'a plus jamais répondu, etc. Elle pensait, et ça peut être une théorie finalement, elle pensait effectivement donc que ce temps de réclusion qu'il s'était imposé à lui-même aurait pu être déjà une forme de punition et aurait dû être une forme de rédemption. Bon, elle a bien compris, y compris à la fin de sa vie, qu'il n'avait pas changé, etc., qu'elle avait pu se tromper. Mais en tout cas, en 65, c'est ce qu'elle pensait. Elle a écrit, il faut bien reconnaître aussi, en 65. Donc, à ce moment-là, elle ne l'avait pas beaucoup revu ni côtoyé. L'histoire lui a donné raison et le cynisme, effectivement, de cet homme et de son épouse. Et c'est de l'aveu même de son épouse, a priori, ils ont même, une fois arrivés et installés à Heidelberg, détruit l'ensemble de la correspondance qu'ils avaient eu avec elle, ce qui est quand même tout à fait étonnant quand on réfléchit. Si je peux me permettre, Hubertus est dans la salle, je le sais, et Hubertus, qui parle allemand, qui est universitaire, est venu avec moi parce que finalement moi je parlais pas allemand et heureusement qu'il a pu traduire ce qui se passait sur place, notamment lorsqu'on a été reçu par sa femme, puisqu'il était mort en 2009, nous on a entrepris ça en 2014. Et sa femme n'a pas voulu nous parler, et nous a parlé à travers la porte, et quand je dis parler, c'est juste quelques mots. Elle nous a traité de sale porc, comme on utilisait ce terme-là sous le nazisme dans les années 30 et 40. Voilà. Oui, ni regret ni remords pour elle non plus. Donc, et il me semble aussi qu'elle vous a dit que vous avez votre vérité et j'ai la mienne, ou je sais plus quoi. C'est ça, voilà. Et donc, on n'avait plus qu'à partir. Donc c'était... Donc effectivement, chacun sa vérité mais voilà, le passé demeure quand même. Mais c'est un cas tout à fait exceptionnel sans doute, hein, mais tout à fait donc fascinant. Donc Noëlla Rouget en tout cas est une personnalité tout à fait. Je crois savoir aussi qu'il y a en Anjou un spectacle qui a été monté autour d'elle. Donc je ne sais pas s'il se joue encore, mais j'en profite pour en faire la promotion, parce que je pense que voilà, en tout cas c'est une personnalité que je trouve tout à fait, sa démarche est tout à fait atypique, a été incompris d'ailleurs, il faut bien aussi le reconnaître, hein, et notamment par ses camarades de déportation pour large partie, mais voilà, est suffisamment exceptionnel et renforce le côté exceptionnel aussi de la personnalité quelque part. Il a eu la chance de bénéficier de cette grâce à tous les sens du terme, et finalement donc il n'a pas forcément donc tiré profit par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste pour poursuivre sur Noëlla Rouget, il y a plusieurs documentaires qui ont été faits sur sa vie. Et donc, il y en a un qui est consultable ici aux archives départementales, dans nos collections audiovisuelles. Et puis, je crois qu'en 2024, France TV a fait également plusieurs documentaires et également des émissions de radio sur justement Noëlla Rouget et Jacques Vasseur. Ah.
Oui. Juste ajouter un élément qui m'est revenu tout à l'heure par rapport à la question que m'a posée monsieur, et un élément que je développe dans le livre aussi qui peut vous intéresser aussi. On parle souvent des pays tiers comme pays d'exil, mais il ne faut pas oublier aussi que l'empire colonial, et que notamment les théâtres d'opérations de guerre coloniale ont aussi été donc, un espace de rédemption important pour toute une série de collabos. Et j'en viens parce que c'est ça qui m'a fait penser à cela, la démarche qui a été entreprise dans le camp d'internement dont parlait monsieur. Il se trouve qu'effectivement, dans les années 40, les autorités françaises ont décidé de faire la tournée des prisons où étaient incarcérés des collabos pour leur proposer de partir se battre en Indochine comme forme de rédemption. Et donc voilà, je relate cette histoire aussi dans le livre. Il y a un bataillon spécifique qui a été créé, qu'on a appelé le bataillon des réprouvés, et qui est allé se battre effectivement en Indochine pendant la guerre du même nom. Donc voilà, ça c'est aussi une autre forme d'exil, aussi une autre forme d'espace de rédemption dont il est question par ailleurs. Eh bien, merci beaucoup pour cette passionnante conférence. Oui, je crois que... Merci à tous les deux. Et puis, Marc dédicace son ouvrage donc, sur la table à l'entrée du bâtiment. Et pour ceux et celles que ça intéresse, de poursuivre l'étude de cette thématique, il y a le 22 mai un atelier méthodologique sur les archives de la préfecture 1944-1945. Les places sont limitées, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Voilà. Merci à tous et bonne soirée.